franchement, si tu veux me faire tomber, il faut te lever tôt. Hein. Rentre pas en compétition avec moi. Il n'y a pas de plan B, il y a le plan A où on explose, où on se crache. Si tu veux changer la vie de millions de personnes, tu dois avoir des millions de problèmes et tu dois être capable de les gérer. Plus ma douleur au problème est grande, plus mes problèmes sont grands, plus ma réussite sera grande. N'importe quelle décision doit être réglée en moins de 10 minutes. Action, tout de suite. C'est que ça qui peut faire le tremplin de ta boîte, parce que les autres ne le font pas. Pour une décision, ils mettent 3 ans. T'attends quoi? T'attends d'avoir toutes les réponses à tes questions? Si tu le fais pas, t'auras jamais les réponses. Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Mathieu. Salut Alec, tu vas bien? Ça va? Très bien, et toi? Ouais, parfait. Ça me fait super plaisir de t'avoir ici. La classe. Bon, c'est comment Dubaï alors? Tu viens d'arriver? Je suis arrivé hier soir. Hier soir? C'est magnifique. Direct, on démarre. Ok, parfait. J'avais envie de t'avoir ici sur le plateau du déclic parce que, pour plusieurs raisons. La première, ton énergie. La deuxième, la pertinence de tes propos, également ta motivation contagieuse et aussi surtout ton parcours. Aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu es investisseur, tu es connu dans le monde de la coiffure avec tes différents salons, les salons Mathieu Naïs, toute une équipe derrière pour la qualité, la précision, le haut de gamme. Tu as réussi à te démarquer dans un marché ultra concurrentiel. Tu as pu coiffer des célébrités, parmi les plus grandes célébrités de ton pays en Belgique, où tu es implanté, mais aussi en francophonie globale. Donc, de tout ça, il y a énormément de clés, de leçons qu'on va pouvoir en tirer, des leçons entrepreneuriales, mais des leçons aussi humaines qui font la personne que tu es aujourd'hui. Donc j'ai hâte de vivre cet épisode avec toi. Est-ce que, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, avant de démarrer, tu peux te présenter rapidement? C'est pas compliqué, hein. Je m'appelle Mathieu Naïs, j'ai eu 32 ans cette année. Je suis entrepreneur, donc comme tu l'as dit, à la base des bases, je suis coiffeur, donc depuis mes 17 ans, donc ça fait maintenant 15 ans que je suis un passionné de ce métier, je le suis encore. Je me suis un petit peu éloigné du métier parce que maintenant j'entreprends, je développe, je structure et compagnie et tout ça. Mais c'est vraiment là-dessus que j'ai basé mon business, on va dire. J'ai des activités à gauche et à droite, mais on va dire 60 à 70% de mes revenus viennent principalement de la coiffure. Je fais un peu d'immobilier, etc. sur le côté, mais c'est pas quelque chose sur lequel je discute beaucoup parce que avec ma personnalité, en fait, j'aime bien me mettre en avant dans les choses dans lesquelles les gens me reconnaissent. C'est pas financier qui m'intéresse. C'est vraiment le côté, quand je fais quelque chose, j'aime bien qu'on sache que c'est Mathieu Naïs qui est derrière. Tu vois, demain, j'ouvre un restaurant, demain, j'aime bien qu'on sache que c'est moi qui est derrière ce truc-là, parce que j'ai, comme tu as dit, le sens de la perfection dans beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai des enfants, une femme magnifique. Je vis en Belgique et j'espère m'installer... Normalement, c'est Los Angeles, mais tu es en train de me faire un petit peu comprendre que Dubaï, c'est lourd aussi. Donc voilà, en gros, c'est un peu ça. Parfait. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'entreprendre, le déclic d'entreprendre? En fait, depuis tout petit, dans ce que je fais, je suis très compétitif. Ça veut dire que je ne vais pas appeler ça une maladie, mais j'ai cette addiction de vouloir être premier. Dans les choses que je fais. C'est même pas premier devant les autres, c'est premier devant moi-même. Ça veut dire que je peux pas concevoir que tu sois devant moi, même si, entre guillemets, je suis à 60-70%. Tu peux être devant moi si je suis à 100%. Et en général, quand je suis à 100%, c'est compliqué pour l'autre. Mais voilà, le plus important, c'est être la meilleure version de soi dans tout ce que je fais. J'ai envie d'être la meilleure version de moi-même. Et quand j'ai commencé à entreprendre, je me suis rendu compte que j'avais cette addiction à l'entrepreneuriat, à l'affaire, en fait. Perdre ou gagner, faire l'affaire. Ok. C'est ça qui m'a... Est-ce que c'est peut-être parce que c'est au travers de l'entrepreneuriat que tu as identifié justement que tu pouvais t'exprimer pleinement et là, exprimer ton plein potentiel et que c'était le seul moyen, peut-être la seule voie pour te permettre d'aller chercher les ambitions et d'exploiter le potentiel et la force que tu as en toi? Je m'étais jamais posé cette question, mais maintenant que tu me le dis, quand j'ai fixé mes objectifs clairs en 2021, j'ai dit voilà, mon objectif de vie c'est ça, mon objectif du mois c'est ça, de l'année c'est ça, ça m'a mené à là.
Parce qu'en fait, pour arriver à mes objectifs, je devais passer par le fait de déléguer beaucoup, être quasiment passif dans ma boîte et vraiment bosser sur moi et sur ce truc de mentorat qui est en moi, de donner. En fait, je suis plus quelqu'un qui donne plutôt que quelqu'un qui reçoit. Ouais, je vois. Voilà. Un point aussi essentiel, c'est qu'aujourd'hui, les salons Mathieu Naïs, c'est reconnu justement pour cette précision, pour ce perfectionnisme, pour ce haut de gamme. Tu t'es tout de suite positionné en dessus. Et quand je vois ça de l'extérieur, j'ai beaucoup d'admiration pour une chose en particulier, d'autres également, mais une chose en particulier, c'est que tu as rendu quelque chose d'ordinaire exceptionnel, extraordinaire. Et c'est ce qui se dégage en fait de ton travail au travers de la coiffure. Quelles sont les clés justement que tu pourrais partager au travers de ça quand tu veux rendre quelque chose ordinaire, extraordinaire? En fait, je pense que ça va au-delà du fait que c'est extraordinaire. C'est le fait de se dire en fait que quand tu es tellement passionné dans ce que tu fais et que tu motives tes équipes par rapport à ça, et que quand tu parles à tes équipes, tu leur fais comprendre qu'en fait, il y a tellement de concurrence, il y a tellement de gens sur le marché qu'en fait, on ne doit pas être comme les autres, on ne doit pas voir les choses comme les autres. Un bête exemple, hier, je suis dans mon salon de Louise, je suis installé en train de faire ma barbe, je dis à mon directeur, je dis écoute, parle à tes équipes par rapport à l'hygiène parce que c'est bien à 90%, mais il y a des détails que moi je vois. Si moi je les vois, certains qui font partie des 10% de cette terre les voient aussi. Je sais que je suis un peu fou, mais il y a des gens qui vont les voir. Ces choses-là, un entrepreneur normal ou quelqu'un de normal, même de perfectionniste, il ne va pas faire cette remarque-là. Parce qu'il va se dire, attends, le salon il est rempli, qu'est-ce que je vais aller déranger mes gens, c'est bon, ils sont occupés. Non, en fait, c'est vraiment ce souci de se dire, on va toujours aller plus loin, on va toujours faire mieux, on va toujours... C'est comme, je m'éloigne un petit peu, mais c'est comme, j'ai mis les rendez-vous plus chers que les 100 rendez-vous. Pourquoi ? Parce que quand tu rentres dans un Mathieu Naïs, tu attends entre 1 demi-heure et 2 heures pour une coupe. Pour nous, quand tu prends rendez-vous et que tu viens directement, c'est pas quelque chose de normal. Il faut payer ça. C'est pas normal de venir chez Mathieu Naïs et d'être coiffé directement. On a trop banalisé le fait de pas attendre et de venir, c'est direct à nous. Nous, on a débanalisé ce truc-là. Mais c'est toutes ces choses-là, tu vois, c'est l'effet cumulé de plein de petites décisions qui font qu'à la fin, en fait, quand tu vas là, tu rentres dans une sphère, dans une atmosphère de trucs que tu te dis, mais je suis où ici, tu vois, y a pas, on laisse rien au hasard, tu vois, on essaie vraiment, à mon niveau, hein. Il y a beaucoup de choses que je vois qui ne vont pas encore par rapport à certains entrepreneurs à moi qui sont beaucoup plus loin. Mais à mon niveau, je pense que par rapport à la concurrence, c'est ça qui fait la différence. Ok. Clairement. C'est cette volonté aussi de créer une sorte de, comment dirais-je, de cocon, de sphère qui fait aussi que le client a envie de se sentir différent finalement quand tu te fais coiffer dans un salon Mathieu Naïs. C'est notre why, hein. Ouais. C'est le why du Mathieu Naïs. Hein. Ouais. Donc en fait, dans les Mathieu Naïs Premium, le why c'est être traité comme une star. Le Mathieu Naïs Barbershop, le why c'est être coiffé comme une star. C'est ça le but de Mathieu Naïs. C'est pour ça que quand tu vas dans un Mathieu Naïs, coiffeur des stars, coiffeur des célébrités, tu dois être traité en tant que tel. Tu n'es pas traité comme quelqu'un de normal. Tu es traité vraiment de ta rentrée à ta sortie. Dans tous les mouvements qu'on fait, on essaie vraiment de te mettre en avant, toi. Tu vois ? Tu changes de statut instantanément. Ah ouais, clairement. Ouais. Tu parles de stars, justement, de célébrités. Pour qu'il y ait un petit peu de contexte, et après on parlera justement en termes de chiffres, nombre de salons, etc., de tout ce que tu as pu créer et faire, et comment tu l'as fait, parce qu'il y a énormément de questions autour, notamment d'un point de vue managérial, parce que être bon à faire une coupe, et c'est ce qui a fait ta notoriété, entre autres, c'est bien, mais savoir le faire ensuite à 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, c'est mieux, et c'est là que ça devient plus compliqué, tu as réussi à le faire. Tu as coiffé différentes stars, est-ce que tu peux en citer quelques-unes? Et surtout la question qui est sous-jacente derrière, c'est comment t'en es arrivé là? Parce que j'ai réussi à pénétrer ces réseaux impénétrables et rentrer dans l'intimité de certaines célébrités, c'est quelque chose et je pense qu'on peut en parler. Tu sais, Oussama Hamar m'a fait une remarque quand on était à Casa. Il m'a dit, c'était quoi déjà ton nom? Je dis Mathieu Naïs. Il me dit, je connais les salons. Je dis, ok, ça me fait très plaisir venant de quelqu'un comme toi. Il me dit, tu coiffes les stars? Je dis, ouais. Il me dit, mais je sais pourquoi tu coiffes les stars. Et j'avais jamais pu répondre à cette question auparavant. Et Oussama, comme on le connaît, il me dit, parce que toi, t'es une star. Et puis je dis, ah, pourquoi tu dis ça? Il me dit, parce qu'en fait, dans ton caractère, dans comment tu te comportes, les stars, elles kiffent parce que tu les idolâtres pas.
tu vois. C'est peut-être contre moi de dire ça, mais en fait, bon, après, il y a la qualité du travail à côté et tout, mais ça, je pense même pas qu'on doit en parler. Mais je pense que ton caractère, ta fidélité, ton humilité, ton loyauté, ton attitude, au fur et à mesure des années, fait en sorte qu'en fait, il y a un effet cumulé avec les stars. Demain, tu coiffes un joueur de foot du Real, puis tu coiffes un joueur de foot de Chelsea. Et en fait, ça tourne. Ces gens-là, ils se connaissent tous, c'est un petit monde. Et il y a plein de choses que j'ai refusé de faire, que plein d'autres ont fait, coiffer gratuitement, me déplacer et ne pas avoir la valeur de mon temps. Toutes ces choses-là, en fait, ont fait qu'aujourd'hui, je suis respecté par ces gens-là. Je peux faire des affaires avec ces gens-là. Il y a des joueurs avec qui je fais des affaires, il y a des artistes avec qui je fais des affaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ne me voient pas comme le gars qui est là, en mode, j'ai l'opportunité, je fais une photo, je fais une vidéo, bam bam, je la poste sur les réseaux, et je fais le mec qui le connaît, mais en fait, je ne le connais pas. Et il y a beaucoup de coiffeurs qui ont coiffé une de stars, et qui sont sortis du game, parce qu'en fait, justement, ils profitaient de ce truc-là. Or que moi, jamais, je me suis toujours mis égal, je ne les ai jamais considérés au-dessus, ni jamais en dessous, parce qu'ils sont loin d'être en dessous, mais je veux dire, et ils ont du respect par rapport à ça. Si tu mets la qualité, si tu mets la disponibilité, et que ta personnalité fait en sorte qu'ils te kiffent, ça va très vite. C'est un petit monde. Complètement. Est-ce que tu peux nous raconter une ou deux anecdotes autour de ça, justement ? Quel genre d'anecdote par rapport à... Typiquement, une anecdote, à voir si tu veux parler de celle-ci en particulier, mais je me souviens encore d'une discussion qu'on avait sur WhatsApp où quelqu'un te demande de venir le coiffer gratuitement. Ah oui. Quelqu'un de très connu. Tout à fait. Non, toi, tu es fidèle à toi-même, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu vaux. Et la plupart des gens, justement, réagiraient pas forcément de la bonne façon, en tout cas pas de la façon dont tu as réagi, et se poseraient différentes questions. Je vais te donner une anecdote, et celle-là, tu peux la publier parce qu'elle est incroyable. Torgan Hazard me contacte en 2018 quand Eden Hazard est top 3 mondial. D'ailleurs, il finit meilleur joueur de la Coupe du Monde ou deuxième s'il est en finale. Okay. Il m'appelle, il me dit mon coiffeur, qui a aujourd'hui, je pense, 1 million d'abonnés, très très connu. Son coiffeur est resté bloqué à l'aéroport. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que sa valise n'est pas là. Il cherche du matériel. Moi, j'envoie une adresse à Torgan. Je dis voilà, Torgan. À ce moment-là, je coupais toute la famille Hazard sauf Eden. Ok. Je dis écoute, Torgan, tu l'envoies là-bas, il va acheter du matériel. Tu lui dis qu'il vient de ma part, ils vont lui faire un super prix et compagnie. Ils vont bien prendre soin de lui. Puis il voit que l'adresse c'est loin de l'aéroport, il dit écoute Matt, laisse tomber, viens ce soir tu coiffes toi Eden, on va le renvoyer dans le premier avion et comme ça il est tranquille, il va rejoindre sa famille. Et j'ai même pas raccroché, hein. Je dis Torgan, il me dit quoi ? Je dis tu sais, moi les réseaux sociaux c'est une chose, mais le respect dans la vraie vie c'est autre chose. Moi je suis pas le bouche-trou de ton frère. Moi je vais jamais venir coiffer Eden Hazard, montrer sur les réseaux que je suis son coiffeur alors que je suis un bouche-trou. Je le coifferai le jour où lui viendra me demander de le coiffer, même si son coiffeur est dispo. Il me dit Matt, lui, il a envie de me mettre bien. Parce que c'est pas qu'il aime pas son coiffeur, mais c'est mon frérot. Et ses frères, c'est aussi son père. C'est une famille qui m'aime beaucoup, tu vois, pour ce que je suis. Et j'ai refusé. J'ai dit à son coiffeur, j'ai envoyé un WhatsApp. J'ai dit, tu peux venir chercher le matériel chez moi. Le matériel, c'est comme du dentifrice. Hein, tu prêtes pas ton matériel. Enfin, c'est comme une brosse à dents. Tu prêtes pas ton matériel, tu vois. Il est venu, il a pris le matériel, il a été coiffé Eden. Et 3 ans après, en 2021 ou 2020, j'étais dans les vestiaires en train de couper les Diables Rouges. T'as Eden qui descend, qui dit frérot, t'as le temps pour moi ? Je dis bien sûr, viens, installe-toi. Mais tu vois juste ça. Mais qui fait ça ? Mais j'ai vu dans son regard, quand il m'a regardé, il s'est dit, lui, c'est quelqu'un. Lui, c'est pas le genre de mec qui vient, qui profite d'une occasion, qui rentre, qui truc. Je suis un opportuniste. Mais dans les choses, dans le business. Par contre, dans certaines choses de la vie, quand il y a de l'humain, je vais jamais faire ce genre de choses. Aujourd'hui, si je l'avais fait, aujourd'hui, peut-être je coiffe le Real. Si je l'avais fait, peut-être demain, il y a... Tu sais pas où ça aurait pu aller. Mais est-ce que je le méritais ? Est-ce que oui ? Est-ce que non ? Est-ce que... C'est même plus de la chance, là. C'est vraiment, t'es un bouche-trou parce que c'est arrivé, ces trucs, tu vois ? Non. Ouais. Et ça, c'est le genre d'anecdote qui est assez incroyable. Ouais. Après, je suis là où je suis aujourd'hui. J'aurais pu être beaucoup plus loin si j'avais pas ce caractère-là. Parce que si je décide de coiffer gratuitement, il n'y a plus de limite, tu vois. Mais voilà. Je regrette rien. Je suis là où je suis aujourd'hui et... Ces anecdotes me permettent aujourd'hui de raconter ça, tu vois. Ouais, donc, complètement. On identifie dans cette anecdote que tu racontes là une part de fierté finalement qui fait partie de ta personnalité, qui fait peut-être une faiblesse, mais qui fait aussi ta force. Certains vont du coup le prendre comme étant un point fort, d'autres comme étant un point faible dans l'entrepreneuriat. Tout à fait. Selon ta perception, qu'est-ce que ça a pu t'apporter outre cette anecdote ? Moi, je pense que c'est un point faible par rapport au public des réseaux sociaux, parce que le public s'en fiche de ça. J'ai passé des soirées avec Franck Ribéry où j'ai pas fait de photo avec lui. Et toute la soirée, on était ensemble. Et je le connais personnellement.
mais je ne l'ai pas coiffé. Donc, je ne fais pas de photos, je ne fais pas de vidéos. Demain, il peut me faire une vidéo en disant « Frérot, la coupe, incroyable, nanani ». Pareil pour les Benzema, pareil pour tous ces gens-là, parce qu'ils côtoient des gens que je connais. On se connaît sans se connaître. Mais non, en fait, c'est un point faible, clairement. Pourquoi ? Parce que ça aurait pu m'amener tellement plus loin sur les réseaux. Une fois que tu es loin sur les réseaux, tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais voilà, je suis ce que je suis. Aujourd'hui, tu demandes à n'importe quelle star que j'ai coiffé, tu dis Mathieu Naïs, il porte du respect. Demain, Eden, je peux faire une affaire avec lui, parce qu'il sait que je suis un homme, tu vois. Or que si j'étais la personne qui profite du buzz pour faire des abonnés et compagnie et tout, auprès des abonnés, je suis quelqu'un, auprès de ces gens-là, je suis personne. À toi de choisir, d'être quelqu'un partout ou d'être personne partout, tu vois. Ton camp, là, tu vois ton curseur. Qu'est-ce qui t'a inculqué cette personnalité, cette force de caractère, ces valeurs ? Franchement... C'est aujourd'hui quelque chose qui se perd, et je pense que c'est important de poser cette question, ou même de se poser cette question. Je pense que ça vient certainement de mon père, à mon avis, de mon père, de mes croyances spirituelles aussi. Ça joue également. Le fait que j'ai toujours été quelqu'un de très compétitif, ça veut dire que j'ai jamais, à aucun moment, j'ai fait sentir à quelqu'un que je l'idolâtrais ou quoi que ce soit. Je pense que c'est l'effet cumulé de toutes ces choses-là qui fait que ce caractère m'est venu. Et grâce à ce caractère aujourd'hui, je suis respecté, tu vois. Donc, d'un côté, c'est un grand point fort par rapport à ce qu'on parlait. Mais qu'est-ce qui a réellement inculqué ça ? Franchement, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est clairement... je pense qu'il y a une partie de génétique aussi, tu vois. Ok, je vois. On va venir maintenant sur la partie plus entrepreneuriale. J'ai envie que tu nous racontes l'histoire de ton premier salon, le premier salon que tu ouvres, le moment où tu passes la clé dans la porte, c'est bon, c'est ouvert, les premiers clients, comment ça se passe, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est facile, est-ce que tout de suite tu es ravagé de commandes, ravagé de clients et tu fais des milliers, des dizaines de milliers d'euros, ou est-ce qu'au contraire il y a une phase de difficulté que tu dois justement outrepasser ? C'est important aussi de voir le démarrage, le début. Moi, j'ai jamais eu facile dans rien. Ça veut dire que j'ai jamais ouvert un commerce, un business, une affaire où j'ai eu facile, parce que j'aime pas le facile. Je me dirige jamais vers le facile. J'ai ouvert une pâtisserie à ma femme elle cartonne depuis l'ouverture. Dans ma tête, c'est même pas à moi. Tu vois ? Pourquoi ? Parce que, en fait, je vais toujours vers les choses là où les gens ne vont pas aller. C'est dans mon caractère, je le fais pas exprès. Et donc, du coup, je vais gagner moins qu'un autre. Au départ, en tout cas. Donc, le premier salon, c'était en 2015, fin 2015. Dans ma tête, j'ouvre mon truc, jamais je fais ce que je fais. Dans ma tête, je suis un coiffeur banal, j'engage 3-4 personnes, on commence à 4-5, et on fait un salon de quartier, propre, et merci, au revoir, pas bien placé, avec un petit loyer, je fais attention à tout, quoi, tu vois. Après, j'ai mis les moyens, pour le premier, j'ai mis tout ce que j'avais. Il y a une anecdote par rapport à ça dans un journal connu, où je disais que j'avais 84 cents sur mon compte le jour où j'ai ouvert le salon, tu vois. Donc vraiment pour te dire que j'ai mis le paquet. Ouais. Facile, non. Donc je commence, je fais la guerre comme j'ai toujours fait pour arriver à un niveau où je suis. Moi, j'ai des anecdotes où j'ai ouvert mon deuxième salon, j'étais faillite au bout de 6 mois. Hein. Au bout de 6 mois, ça marchait pas, tout le monde m'a lâché. Mon bras droit me faisait tous les 2 jours des sous-entendus comme quoi on doit vendre. Mon responsable, qui était un coiffeur dans le premier salon, qui était explosif, faisait 7 clients par jour. C'était catastrophique. Mais jamais, 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 je vais lâcher, jamais. Qu'est-ce qui te fait tenir à ce moment-là ? Parce qu'aujourd'hui, quand tu es dans ta situation, où tu es en phase de croissance, on va en parler, tu as différents salons, ça se passe bien, tu as pu aussi mettre en place des choses avec l'immobilier, voilà, tu es en place. Donc, a posteriori, c'est un petit peu comme quand tu analyses un investissement qui s'est bien passé, ça résonne comme une évidence. Mais lorsque tu es sur le terrain, tu es à ce moment-là, tu es dans la douleur, quoi. C'est dur. Et tu as en plus les gens de ton entourage qui sont normalement là pour te soutenir et te faire avancer, qui te disent le contraire et qui te tirent vers le bas, pas forcément peut-être avec malveillance, mais en bienveillance et en pensant dans leur paradigme que c'est la meilleure des choses à faire. Qu'est-ce qui te fait tenir et qu'est-ce qui fait que tu crois encore à la chose et que tu avances malgré tout ? En fait, il n'y a rien qui me fait tenir, mais je dois montrer qu'il y a tout qui me fait tenir. Ça veut dire que quand je suis dans une pièce avec mes équipes et que tout est en train de s'effondrer, je leur dis, mais vous êtes malades, vous croyez qu'on va lâcher prise ? Mais jamais on va lâcher prise, jamais on va rien lâcher. On va se réveiller tous les jours avant les autres, on va aller se coucher après eux, on va travailler dur. S'il y a 2 clients, ces 2 clients, il faut faire en sorte qu'ils reviennent et qu'ils ramènent 2 autres clients. On lâche rien. Et après, quand je suis tout seul dans ma pièce, je me dis, mais comment on va faire, bordel ? C'est compliqué, quoi, tu vois ?
Mais jamais je vais montrer une faiblesse. Jamais. C'est impossible, tu vois. Ouais. Je suis comme ça. J'ai ce truc-là et je me dis si un autre l'a fait, je vais le faire aussi. Et si un autre est tombé à ce moment-là, moi je tomberai pas à ce moment-là. C'est ce qui fait un bon leader, c'est cette force de caractère. Mais obligé. Ouais. Alec, parce qu'il y a tellement de gens qui ont essayé, qui n'ont pas réussi. Et moi je me suis dit, mais si on s'arrête à l'échec, on fera comme eux. Ouais. Mais après l'échec, il y a un moment, après l'orage, il va y avoir un moment de beau temps. Il y a un moment où on ouvrira avant les autres, on fermera après, des clients ils vont venir. Il y a un moment où on va se relever. C'est pas possible. Tant qu'il y a l'argent pour rester debout, on va se relever. Et moi, par rapport à ça, je suis open. Hein. Je peux prendre de l'argent à gauche, à droite, réinjecter dans ma boîte, être en perte pendant 2 ans. Je vais la relever, je vais faire en sorte que il n'y a rien qui est lié à l'argent dans ma tête. Rien. Ça veut dire que moi, c'est l'idée. L'idée a besoin d'argent. L'argent est injecté dans cette idée. Et tant que j'arrive pas à mon résultat, je lâche pas. Si ça me coûte 3 fois plus cher, tant pis. Je lâche pas. Parce que pour moi, c'est ça qui fait la réussite de quelqu'un. C'est pas seulement combien tu as gagné à la fin de l'année, combien tu as gagné au bout de 3 ans. Non. C'est, j'ai eu une idée, je l'ai mise en place, je l'ai fait comme personne d'autre. J'ai donné la meilleure version de moi-même pour ce truc-là. Je suis arrivé au meilleur stade où je pouvais être. Là, je suis fier. C'est ça. Et justement, au fur et à mesure de ton évolution, comme je le disais tout à l'heure, avoir un salon et bien coupé, c'est une chose, c'est bien. Faut déjà le faire, hein. Pas tous les coiffeurs arrivent à le faire, mais ensuite réussir à déléguer, tu vois, et à déléguer avec le même niveau de qualité et le même niveau de satisfaction des clients pour garder cette linéarité dans l'image et dans la notoriété, parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on reste chez un coiffeur ou un barbeur plutôt qu'un autre? C'est justement parce que derrière, on est satisfait, on est bien coiffé, et on retourne dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois. Comment tu as réussi à mettre en place des process ou un schéma qui fait que tu as réussi à garder cette linéarité, ou quels ont été les challenges auxquels tu as fait face au cours de ces 5, 6, 7, 8 dernières années pour pouvoir maintenir ça? Les échecs. En fait, moi je suis quelqu'un qui voit ce qui se passe de bien ou de mal et j'arrange. Un exemple, je ne vais jamais déléguer un truc à la personne parfaite. Si tu attends de trouver la personne parfaite, tu délègueras jamais rien. Je délègue à la personne que je considère la mieux placée pour faire ce truc-là. Je délègue, je prends la température, je vois ce qui se passe, j'arrange les problèmes en cours. Tout simplement. J'ai jamais eu une personne en place où je me suis dit « Ah, lui, c'est la personne idéale pour faire ce boulot-là. » Jamais. Je mets tout le temps les gens en confiance, je fais tout le temps comprendre les gens que c'est les meilleurs et qu'ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Je vais jamais demander à un joueur de football d'Everton de faire les statistiques de Cristiano Ronaldo. Jamais. Mais par contre, je vais lui faire comprendre qu'il peut devenir le meilleur joueur d'Everton. Et si je lui fais comprendre ça, dans sa tête, c'est le meilleur joueur du monde. Donc, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et c'est pour ça que je vais très vite dans ce que je fais. Tu vois ? Et je vais jamais attendre. Si tu attends, oui, j'aurais eu 3 salons qui cartonnent, j'aurais fait beaucoup de sous. Mais par contre, j'aurais pas été aussi vite. Moi, je vais vite et j'arrange en chemin. Je vais vite, j'arrange en chemin. Je vais vite, j'arrange en chemin. Ça me coûte plus de sous qu'un autre. Je gagne moins qu'un autre sur le parcours. Mais par contre, à la fin, au niveau de la notoriété, les gens, ils se disent, celui-là, il passe à l'action, il rigole pas. Et c'est ça que moi, je veux. Tu vois. Cet aspect bulldozer, justement, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Est-ce qu'à un moment donné, tu as fait face à des challenges tels que tu t'es dit, bon, peut-être que je vais devoir arrêter? Covid. Ok. Comment tu as géré le Covid, justement? Ouais, il m'a fait mal. Hein. Il m'a fait très mal, le Covid. Mais, Alec, moi, je peux pas lâcher. J'ai vécu trop de choses dans ma vie dans lesquelles on ne peut pas parler pendant cette interview, mais j'ai surmonté tellement d'épreuves dans ma vie que, franchement, si tu veux me faire tomber, il faut te lever tôt. Hein. Rentre pas en compétition avec moi. Et c'est pas possible, tu vois. Je suis passé par trop de choses dans ma vie, des événements personnels, des douleurs tellement fortes que, en fait, je pense que derrière chaque personnalité ou personne spéciale, tu peux être spécial et bizarre, tu peux être spécial et fort, tu peux être spécial et avoir une réussite. Moi, je me considère comme quelqu'un de spécial, dans le sens où j'ai jamais rien fait comme les autres. Et j'ai jamais été compris des autres aussi, tu vois, bien ou mal. Hein. Peu importe, il y a des gens qui ont beaucoup plus réussi que moi et qui me comprennent pas. Mais j'ai surmonté tellement d'épreuves que pour moi, c'est un jeu, tu vois. Toutes ces choses-là, c'est un jeu pour moi. Je fais que ce que je veux dans ma vie, tu vois. J'ai jamais eu un moment où je me suis dit « Ah, je peux gagner autant dans tel business. Si je veux pas et que j'aime pas le faire, je le ferai pas. » Je suis pas attiré par ça, tu vois. Ouais.
C'est vraiment la douleur. En fait, j'ai tellement l'habitude de souffrir pour avoir quelque chose que quand j'ai quelque chose d'un coup, en fait, j'ai l'impression de ne pas l'avoir mérité. J'ai l'impression que c'est bizarre, tu vois. Oh, j'ai gagné autant en faisant si peu, tu vois. Ouais. Donc, ouais, je pense que c'est plus ce caractère compétitif et le fait d'être passé par... moi, je suis très croyant, tu vois. Et je pense que le bon Dieu me fait surmonter des douleurs intenses parce qu'il a des grands projets pour moi. Et il se dit, lui, il va passer par des moments douloureux, mais c'est parce qu'en fait, il va devoir gérer tellement de grands problèmes dans sa vie qu'il doit passer par là pour pouvoir gérer ces problèmes-là. Tu fais partie de ceux qui pensent que tu as des problèmes à la hauteur des ambitions et des résultats que tu mérites. Mais 1000%. Mais moi, demain, je veux changer la vie de millions de personnes. Mon objectif final, c'est changer la vie de millions de personnes, peu importe dans quoi, que ce soit dans le mentorat, que ce soit dans businessment parlant, spirituellement parlant. Si tu veux changer la vie de millions de personnes, tu dois avoir des millions de problèmes. Et tu dois être capable de les gérer, tu vois. Ouais. Donc moi, plus ma douleur au problème est grande, plus mes problèmes sont grands, plus ma réussite sera grande. Moi, je pense clairement comme ça. C'est super intéressant ce concept. C'est un concept qui est quelque chose que je retrouve souvent dans beaucoup d'entrepreneurs justement de certains niveaux. Un problème quand même colossal, c'est justement avec la pandémie qu'on a tous vécu. Tu l'as évoqué, c'est un des plus gros challenges auxquels tu as fait face avec tes salons justement. Comment tu l'as géré ? Franchement, c'est passé flex. J'ai eu du stress parce que voilà, on peut se le dire, les coiffeurs, la plupart coiffés à domicile. Moi, j'ai refusé au début à mes coiffeurs de le faire parce que voilà, je voulais pas qu'on termine dans les journaux. On avait un nom quand même assez connu chez nous. Je me suis dit, bon, on va pas se taper la honte pour ça. Mais puis quand j'ai vu que quasi tout le monde le faisait, je disais mais à mes équipes, je dis les gars, allez-y. Moi, je l'ai pas fait parce que j'avais vraiment peur de ce truc-là. Je me suis dit, j'ai construit ma notoriété autant d'années, c'est pas pour la casser durant 1 an ou 6 mois, je sais pas combien de temps ça allait durer, tu vois. Mais j'ai eu très peur dans ce sens-là. Je me suis dit, comment ça va redémarrer ? Et d'un autre côté, j'ai tellement profité avec ma famille, avec ma femme, mes enfants et tout, que au bout d'un mois, j'y pensais même plus, tu vois. Limite, je disais que ça se retarde, tu vois. Tellement que j'avais plus, en fait, la valeur de ces choses-là. J'avais vraiment la valeur de la famille et je me plaisais bien. J'ai juste un regret pendant le Covid, c'est de ne pas avoir fait du business en ligne ou alors de ne pas m'être éduqué plus dans d'autres choses, tu vois. Ouais. J'avais pas la tête à ça, mais j'aurais dû. Mais sinon, franchement, c'était une douleur sans être une douleur, en fait. Tu parlais tout à l'heure de douleurs extrêmes qui ont forgé ton caractère. Même si, je sais pas si tu veux rentrer dans les détails ou si tu peux nous évoquer certains passages de ta vie qui ont fait justement ça et qui peut-être ont fait la personnalité que tu as. C'est quoi ? C'est lié à l'enfance ? C'est lié à le début dans la vie active ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? En fait, c'est lié au décès de proches. D'accord. C'est lié à des événements en même temps qui ont surgi dans ma vie de famille, qui ont fait que c'était très compliqué pour moi de me relever de ça. Mais aujourd'hui, donc quand la douleur arrive, c'est... Ouais, le ciel te tombe sur la tête. Clairement. Et en fait, je pense que aujourd'hui, je me rends compte que la douleur de ce moment-là, elle a été faite pour créer le Mathieu d'aujourd'hui. Clairement, j'en suis sûr et certain. Le Covid est arrivé, moi je le prends comme un truc entièrement positif. En fait, tout ce qui m'arrive de mauvais, je refuse de voir le négatif d'une chose. Je regarde que le positif. Ok, ce truc-là, il est mauvais. Qu'est-ce que ça m'a appris ? Où ça va me mener ? Je suis passé par le Covid, qu'est-ce qui peut m'arrêter maintenant ? Je suis passé par une période où j'avais que des sorties, j'avais pas d'entrée. Qu'est-ce qui maintenant peut m'arriver ? Et c'est ça en fait. Et tous les événements familiaux, tous les événements proches et les drames proches qui m'est arrivé, tu vois, on parle quand même de gros drames. Je ne veux pas débattre là-dessus, mais c'est pas la perte d'un parent, quoi. Tu vois, la perte d'un parent, c'est dramatique, mais c'est beaucoup plus hard que ça, tu vois. Donc en fait, ces choses-là, moi je vois que le positif de ça. Ça veut dire que je prends la chose qui t'arrive et je me dis, Matt, si t'es aujourd'hui qui t'es, c'est grâce à ça. Même si c'est dur de dire des choses comme ça quand il t'arrive des drames, mais clairement, je pense que derrière chaque personne qui change les choses dans ce monde, à petite ou à grande échelle, tu dois passer par des moments de douleur. Tu dois passer par des moments de problème, par des moments où... Moi, aujourd'hui, je me fais cambrioler dans un commerce, c'est normal. Aujourd'hui, on casse la vitre d'une voiture, c'est normal. Aujourd'hui, on raye ma voiture, c'est normal. Aujourd'hui, on... En fait, j'ai plus de frein. Le frein à main, il est levé depuis longtemps et c'est que go, on y va, on passe à l'action. Toute ma vie, c'est passé à l'action. Donc, il faut passer par ces moments-là.
je pense. Ça crée des déclics. Et ouais, mais t'as plus rien à perdre en fait. Ouais. Et surtout quand t'es quelqu'un à la base en mode, bon, aujourd'hui on aime bien les belles montres, on aime bien les beaux vêtements, mais on n'y est pas attaché du tout. Ouais. Tu vois, moi demain pendant le Covid, j'étais en training toute la journée, je m'en foutais de tout, tu vois, on n'est pas liés, Moi je suis malade du savoir, d'apprendre. Ça, tu peux pas me l'enlever, tu vois. Mon savoir, tu peux pas me le retirer, mon développement personnel. Mais mes biens matériaux, mes commerces, mes trucs... Quand t'es lié à plus rien, mais qu'est-ce qui peut t'arrêter? Ouais, je vois tout à fait. Aujourd'hui, t'as combien de salons et en termes de chiffres, qu'est-ce que ça représente? On a aujourd'hui, donc j'ouvre le 8e salon. On considère qu'on en a 9 parce qu'on est occupé sur le 9e également. En termes de chiffres, on tourne plus ou moins à 2 millions annuels actuellement. On pourrait, avec le même nombre de salons, tourner à 3 millions. Mais on a eu une restructuration, on a eu un gros souci avec le personnel et compagnie et tout ça qui a fait que c'était vraiment complexe d'atteindre les objectifs qu'on s'était donnés. On est plus ou moins 38 personnes, je pense, dans les équipes, quelque chose comme ça. On tourne entre 32 et 42, on va dire. Voilà. Ok. Tu peux nous parler de ce problème justement lié à la restructuration du personnel? Quel était ce problème et quelle en était la cause? Waouh, ça c'était grandiose. Hein. Ça c'était... on a perdu 13 personnes, 12 ou 13 personnes du jour au lendemain. Et des mecs qui étaient là depuis 7 ans. Hein. Donc un a ouvert en face de chez moi, a pris un coiffeur avec lui. L'autre a ouvert en face de chez moi, a pris le responsable avec lui. L'autre a ouvert à côté de chez moi. L'autre a ouvert à côté de chez moi. 5 comme ça, en peu de temps, de octobre à février, cette année, là maintenant. Hein. J'ai restructuré, j'ai changé tous les contrats de travail du personnel, j'ai changé ma stratégie à recruter, j'ai changé ma stratégie à former, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires de 10%, j'ai recruté 13 nouvelles personnes. Okay. Ça, c'est vraiment pour dire, c'est comme si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions. L'année d'après, ils perdent Benzema, Vinicius, ils perdent tous les gros. Ils regagnent la Ligue des Champions. Ouais. Donc, ce qu'on en retire là-dedans, justement, c'est que la plupart des entrepreneurs, face à cette situation que tu viens de décrire, seraient écroulés. Ça serait peut-être la fin de leur activité, ou en tout cas, ils se relèveraient difficilement, ou en tout cas avec un laps de temps beaucoup plus long. Toi, au contraire, instantanément, action, t'en as tiré limite une force, tu as identifié des opportunités, ok, je vais structurer différemment, je vais voir les contrats de travail différemment, je vais recréer des process différents, je vais mettre en place ça différemment, etc. pour pouvoir ressortir grandi plus fort de cette situation et construire sur de nouvelles bases solides, plus solides. Qu'est-ce qui fait que tu as tout de suite pensé comme ça? En fait, ce qui fait, c'est que moi, je me suis toujours dit, je veux pas que mon personnel ait mon numéro de téléphone, je veux parler avec 2-3 personnes de ma boîte. Dans n'importe quelle boîte dans laquelle je suis, j'essaie d'être quasi passif. Donc, passer vraiment 2 heures par semaine sur la boîte, maximum. Parce que mon temps libre, c'est ce que j'ai de plus précieux. Moi, je me suis toujours posé la question, ok Mathieu, qu'est-ce que tu as fait de mal? Pourquoi ces gens ils sont partis? J'ai toujours dit à mes équipes, si ça marche, c'est grâce à vous. Si ça marche pas, c'est à cause de moi. Toujours. C'est mon discours. Donc, moi, je me suis toujours dit, ok Mathieu, c'est le moment. Tous les anciens partent, ils croient plus en ton projet, ils croient plus en toi. Bon, il y a aussi une part de se dire, ouais, le mec maintenant, c'est un influenceur, il est jamais là, avant il était toujours là avant nous, il partait après nous, il a lâché le bateau, tu connais les anciens, c'est normal, ils pensent comme ça. Donc je me suis dit, c'est l'opportunité de reconstruire. Ces mecs-là, ils vont me respecter beaucoup plus que les anciens parce qu'ils me connaissent pas, parce qu'ils auront même pas mon numéro de téléphone, ils vont me boire une fois par mois, si ça se trouve, ou une fois tous les 6 mois. Maintenant, comment gérer cette reconstruction? Former mes équipes, ça veut dire que mon directeur est mon bras droit, je les ai mis dans une guerre avec moi. Je dis, les gars, on a signé pour ça. Maintenant, vous voulez me lâcher? Lâchez-moi, mais moi, je ne vais jamais rien lâcher. Mathieu Neis, il a existé avant, pendant, et il existera après vous. Si ce n'est pas vous, c'est des autres. Mais moi, je ne vais jamais rien lâcher, comme ça, vous savez. Aujourd'hui, les équipes, ils peuvent vous dire ce que vous voulez, vous êtes sur le terrain, moi, je ne suis pas sur le terrain. Ils peuvent ouais, on s'écroule, nanani, nanana. Il n'y a rien qui va s'écrouler. En fait, je crois tellement fort en ce projet, je crois tellement fort que je peux le faire, qu'en fait, il n'y a rien qui va m'arrêter. Rien, c'est pas possible, tu vois. Donc, je vois pas le danger comme un autre, tu vois. Je vois que le chiffre d'affaires va baisser, je vois qu'on va perdre des éléments clés, je vois tout ça, mais en aucun moment je vais avoir cette crainte de me dire tout va s'écrouler. Jamais.
Ouais, on va dire que ce sont pour toi des éléments micro dans une vision, une stratégie macro, et que donc ça fait juste partie du processus. C'est comme en bourse, finalement, tu dézoomes l'unité de temps, et puis même s'il y a des petites bougies rouges, globalement, ça monte parce que tu sais dans quelle direction tu vas. En fait, Alec, je me dis que le mec qui a eu 8 salons, il est passé par là aussi. C'est là qu'il a arrêté. Moi, j'arrête pas. Je me dis que, en fait, au-delà de ça, en fait, le fait de croire en ton projet à 200%, mais en fait, t'as pas le choix. Je vais faire quoi ? Ça marche pas, je vais faire quoi ? Parce que ça, c'est ma passion. C'est ce que j'aime faire. J'entreprends 1001 choses à côté, mais c'est des choses que je fais pour les sous. Ça, c'est pas pour les sous. Ça, c'est un projet d'une vie, c'est un projet où tu peux faire un exit, c'est un projet où il y a 1001... Tu changes la vie des gens. T'as 40 personnes qui travaillent dans cette boîte, qui nourrissent leur famille, tu vois. Mais jamais de la vie, en fait, on va faire marche arrière, on va s'arrêter. Mais c'est pas possible, tu vois. On a fait le plus dur, on est arrivé jusqu'à là. C'est quoi le problème ? C'est les dépenses. On va dépenser plus. Moi, je dis tout le temps, les gars, l'objectif reste le même, c'est le plan qui change. Ouais. Ça prendra plus de temps, tant pis. C'est tout. Tu parlais avant de l'image justement que tes collaborateurs peuvent potentiellement avoir de toi. Tu disais, ouais, c'est devenu un influenceur, il est plus là, machin, etc. Tu es quand même assez présent sur les réseaux sociaux. On voit que tu es aussi toujours en train de travailler. Tu communiques souvent sur tes salons, sur l'entrepreneuriat, de plus en plus d'ailleurs sur l'entrepreneuriat plus que la coiffure. Et tu montres aussi d'une certaine façon ta réussite. Comme par exemple, récemment, tu t'es fait plaisir, une belle Lamborghini Urus. Félicitations pour ça, c'est top. Et c'est aussi inspirant, mais des gens comme moi de l'extérieur voient ça en mode, certes c'est une récompense, mais c'est aussi surtout un investissement, il y aura une plus-value derrière. Donc c'est intelligent parce que le marché en Belgique n'est pas celui qu'il est à Dubaï par exemple spécifiquement, et il y a des avantages. Mais de l'autre côté, des collaborateurs salariés qui peut-être vont pas ressentir la chose comme ça, et vont ressentir ça comme étant limite une frustration. Ah, c'est grâce à nous qu'il peut se payer ça, etc. Comment tu gères ça ? Comment tu communiques ça auprès de tes équipes ? En fait, auprès de mes équipes, je ne communique pas moi directement, mais par exemple, mon directeur, mon bras droit et compagnie, ils vont, quand les coiffeurs vont leur en parler, parce qu'ils en parlent, parce qu'ils sont proches avec eux, nous on aime bien l'effet familier, ils vont toujours leur dire, mais tu connais Mathieu, il ne va jamais acheter cette voiture si derrière il sait qu'il n'a rien à gagner, il ne va jamais acheter cette voiture s'il sait que demain il ne peut pas la revendre plus cher, il ne va jamais acheter cette voiture s'il sait que demain ça ne va pas remplir nos salons. Tu sais comment il est, tu sais ce qu'il fait. En fait, le fait qu'ils me connaissent et qu'ils savent qui je suis et comment je pense, parce que tu sais, il y a des nouveaux, mais il y a les anciens qui sont encore là, qui parlent avec les nouveaux. Un exemple par rapport à ça. J'ai un de mes meilleurs coiffeurs qui a écrit le post là, sur les Lamborghini en disant « Ah boss, elle est magnifique ta Lamborghini, si tu travailles bien l'année prochaine, tu vois quel post ?» Eh ben, j'ai un coiffeur qui a mis ce post et qui m'a écrit en dessous « J'étais obligé, félicitations boss ». Tu vois, mais en fait ils savent par où je suis passé, ils savent comment j'ai souffert pour arriver là où j'en suis. Ils voient qu'il y a des moments plus calmes, ils voient qu'il y a des moments où c'est difficile. Ils savent toutes ces choses-là, et ils savent que j'ai des activités en dehors de la coiffure aussi. Moi, quand j'ai fait la première réunion cette année, j'ai dit à mes équipes, j'ai dit les gars, moi aujourd'hui je ne vis plus de mes salons. Aujourd'hui, mes salons peuvent ne plus tourner, ne plus gagner d'argent. Je peux vivre ma vie comme je la vis aujourd'hui. Comprenez que j'aurais pas de problème à licencier quelqu'un, comprenez que j'aurais pas de problème à engager plus de gens qu'il n'en faut pour arriver à mon but. Aujourd'hui, moi je me suis toujours dit, si je veux que la société Mathieu Naïs Coiffure arrive à son prime, il faut que je me détache complètement des finances. Parce que si je regarde mes chiffres, c'est, tu sais, de la coiffure, un mois tu peux faire 120 000, un mois tu peux faire 90 000, un mois tu peux faire 80 000, un mois tu peux faire 140 000. C'est vraiment variable, c'est pas comme une boîte normale, c'est vraiment de la coiffure. En été, les gens se coupent plus qu'en hiver et compagnie, tu vois, donc... Ouais, et puis en plus, c'est pas de la marge nette, il y a énormément de charges, etc., il y a différentes choses, encore plus dans des pays où c'est très taxé et autres. Donc, ouais. Tu parles justement de différentes activités. Dans l'entrepreneuriat, on dit souvent, surtout quand tu as une grande vision, que le focus est essentiel, qu'il est très important de ne pas diverger de son focus et de sa vision. Quelle est ta vision justement du focus, vu que tu as plusieurs activités, que c'est ces activités qui te permettent d'avoir ce lifestyle et de pouvoir maintenir ton style de vie. Et puis ensuite, on viendra sur ces activités également, dans quelle démarche tu les as développées.
En fait, je les ai développés en parallèle avec la coiffure quand je ne savais pas que j'allais développer mes salons. Ok. Donc, c'est-à-dire que tout ce que je gagnais, en fait, c'est la coiffure qui m'a sorti vraiment de rien. Hein. Donc, je n'avais vraiment rien un premier salon. C'est la coiffure qui m'a mené là où je suis. Ces choses-là, avec l'effet cumulé, ont fait que ça a pété. Ouais. Mais un exemple, par exemple, en 2017, moi, je suis dans l'immobilier depuis que j'ai 17 ans. D'accord. Donc, j'ai commencé à 17 ans mon premier appartement. Et au fur et à mesure, j'ai investi des appartements, des immeubles et compagnie et tout ça. Mais par exemple, en 2017, pour te montrer un peu, comme Marvin disait, comment je suis un peu foufou, en 2017, j'ai un client qui rentre dans un salon, enfin mon cousin, et qui me dit « Matt, il y a une maison à Waterloo, donc c'est un quartier chic de chez nous, à vendre pour rien. À 15h, il commence les visites. Le gars de l'agence, c'est mon pote. Viens, on va maintenant. » Il était 13h, tu vois. Je dis « Tu vas arriver à avoir un rendez-vous ?» Il me dit « Ouais, viens. » On est allé, j'ai vu la maison de l'extérieur, je suis arrivé au palier, j'ai dit c'est combien, elle m'a dit le prix, j'ai dit c'est bon, j'achète. J'ai pas vu la maison. Et je connaissais rien de l'IMO. Hein. J'étais pas... Ça faisait 10 ans que j'en faisais, mais j'avais quoi 2, 3 immeubles et 1 ou 2 appartements. J'étais pas le Rachid de l'IMO, quoi, tu vois. Mais ce truc de se dire, ok, c'est un quartier UP, ok, la maison elle a l'air propre, ok, c'est une affaire, ok, il y a 7 personnes qui ont rendez-vous aujourd'hui, dont 3 de mon origine. Si des gens qui sont dans l'IMO depuis des années et des années... sont là, c'est qu'il y a une raison. J'ai signé, je l'ai pris, je sors de la maison, t'as le gars qui me dit, le gars qui a le premier rendez-vous, il me dit, vous êtes de l'agence? Je dis non. Il me dit, ah oui, j'ai rendez-vous. Le gars de l'agence, il dit, monsieur, il a vendu la maison. Il dit, mais qui a acheté? Il dit, c'est monsieur. Ouais, j'étais prêt à donner 40 000 € en plus pour la maison, moi je voulais absolument cette maison, ma mère habite dans le quartier, je sais pas quoi. Je dis, monsieur, vous êtes prêt à donner combien? Il me dit, ouais non, je parlais pas avec vous. Je dis, mais si, c'est moi l'acheteur. Il est là, le papier. Vous êtes prêt à donner 40 000, il n'y a pas de souci, je vous donne la maison. Ouais, mais non, c'est pas comme ça. Je dis, bah alors il ne faut pas discuter 2 heures, monsieur, pas de souci, bonne journée. Mais ça veut dire que ce jour-là, en fait, j'ai pris 40 000 € sans le savoir. Je savais que la maison avait plus de valeur que ce que je payais. Mais tu sais pas, il y a peut-être de l'amiante, il y a peut-être des problèmes dans la maison qui fait que... en fait, ce truc-là, d'à côté de la coiffure que j'ai développé, j'ai commencé dans l'IMO, j'ai fait un peu d'horlogerie, j'ai fait des business à gauche, à droite, qui ont fait que j'ai toujours eu ce truc-là, tu vois, achat-vente, achat, location, vente, achat. Et c'est en fait le Covid en plus qui a fait tout exploser parce que tous mes immeubles et compagnie depuis le Covid, ils ont pris une valeur de malade mental, tu vois, qui ont fait que je peux avoir aujourd'hui ce lifestyle-là, quoi. Ouais. Tu parlais de ton cousin, c'est ça? Oui. Tu bosses en famille? Non, pas du tout. Non? Ok. Et aussi, tu dis, j'ai acheté mon premier bien immobilier à 17 ans. Ouais. C'est quand même relativement jeune. Dans quel mindset on est quand on va acheter son premier bien immobilier à 17 ans? Parce que c'est pas anodin. Comment est-ce qu'on trouve les fonds propres, le financement? C'était quoi le bien spécifiquement? Parce que là, ça peut trigger et éveiller les esprits de celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Figure-toi, Alec, que moi, j'ai commencé à faire de l'argent il y a 6 ans. Ça veut dire qu'avant ça, j'étais vraiment, vulgairement dit, un bidon, quoi. Mes cousins rigolaient sur moi, ma famille m'a jamais respecté vraiment comme personne brillante, que ce soit dans les affaires ou même à l'école. J'ai toujours été respecté dans le sport, dans les trucs comme ça. Quand j'étais plus jeune, j'étais fort dans le sport et compagnie, dans le football et tout, tu vois. Mais jamais dans le business. À 17 ans, c'est très simple. Mon papa qui lui avait un petit peu d'immobilier à ce moment-là, j'avais 15 000 € de côté parce que je travaille en coiffure depuis, c'est bien, hein, la coiffure on commence jeune. Et en fait c'est simple, je travaillais chez mon oncle le week-end, j'avais mis 15 000 € de côté de mes 14 ans à mes 17-18 ans et j'ai dit à mon père, papa je vais m'acheter ma première voiture. Il m'a dit, ah ok mon fils ça va. Il m'a dit, bon envoie-moi l'argent, je vais aller te chercher ta voiture, je vais rajouter le reste. J'ai dit ok papa ça va. C'était une CLA, je crois, à l'époque, les Mercedes, elles venaient de sortir, c'était le premier modèle. Il a appelé mon oncle qui a une agence, il lui a dit, ouais, trouve un appartement pour le petit. Il a trouvé l'appartement, il a donné les frais de notaire, et il m'a dit, ouais, tiens, elle est là, ta voiture. Et en fait, il m'a acheté l'appart. Et l'anecdote, c'est quoi? C'est qu'en fait, il a fait un crédit à court terme pour que je paye de ma poche tous les mois, en plus du locataire, pour pas que je flambe mon argent dans n'importe quoi. Et au final, en fait, quand j'ai eu 28 ans, l'appartement était payé. Et en fait, ça m'a aidé pour acheter mon immobilier de par après, parce que j'avais des biens payés, tu vois. Mais sur ce coup-là, c'est clairement mon père qui m'a fait ce coup de magie-là. Donc, par rapport à l'immobilier, j'ai de la chance d'avoir une famille qui est quand même à très basse échelle, mais qui a quand même
Ouais, qui t'a mis le pied à l'étrier et qui C'est t'a ça. fait comprendre par cette leçon finalement qu'il est préférable d'investir dans des actifs plutôt que de dépenser Oui. son argent dans des passifs. Est-ce que avec le recul, ça indirectement, en tout cas j'ai le sentiment que c'est le cas, ça a peut-être changé ta vie, cette petite action, ou en tout cas ça a eu un impact réel sur ton existence? En fait, ça n'a pas changé ma vie, Ouais. mais j'ai compris un truc, c'est que je me suis dit, mon père, il est bon, mais il est juste bon. Ça veut dire qu'il a fait les choses pas comme un gourmand. Il a fait les choses en mode, c'est bon. Bon père de famille. Ouais, ça veut dire que j'ai une ou deux maisons, 5-6 appartements qui vont me rapporter 4 000 euros à mes 50 ans. Je vais vivre avec ces 4 000 euros. Moi et ma femme, on vivra heureux et c'est bien. En fait, moi, j'avais l'esprit de fou. Ça veut dire que je me suis dit, mais attends, c'est si facile en fait. Tu vois, ça y est, je mets 15 000 de côté, bam, le locataire paye le truc. Mais c'est une dinguerie ce truc-là. Mais dès que j'ai 15 000, j'achète un autre et un autre. Et en fait, ça a révélé l'entrepreneur qu'il y avait en moi. En fait, ça m'a même pas révélé, ça m'a réveillé. Ouais. T'as pris conscience de. Ah, mais du coup, je me suis dit, ah, mais alors si j'ai 60 000 euros, je peux acheter un bloc avec 4 appartes en fait. Et au bout de 10 ans, ils sont payés, ou 20 ans, ils sont payés. Et je crois que l'année où j'ai vraiment gagné des sous, en 2019 ou 2020, j'ai acheté 4 immeubles. Tu vois. Et ces 4 immeubles après le Covid, Ouais. ça m'a permis de lever des sous maintenant en décembre, qui ont permis à mes salons d'arriver là où ils sont. Donc, tu vois, mais tout, en fait, tout est toujours relié à mes salons. Ça veut dire que j'investis à gauche, à droite pour ma vie, mais tout le bénéfice, tout le truc, je le réinjecte dans mes salons, quoi. C'est quoi ta vision justement avec tes salons, Mathieu Naïs? Est-ce que ça s'arrête à la Belgique? Est-ce que tu veux t'étendre au monde entier? C'est quoi ta vision? Ma vision, j'ai pas peur de le dire. J'aurais jamais peur de le dire, même si parfois on passe pour un fou ou alors pour quelqu'un qui sait pas ce qu'il dit, mais j'aime bien ces choses-là. Je commence par un truc et puis je t'explique. T'as vu la vidéo de Cristiano Ronaldo quand il dit c'est moi le meilleur joueur de tous les temps, quand il a 20 ou 21 ans là? Tu l'as vu? J'ai vu passer un truc sur. Ouais. Il y avait Ferdinand, Anderson et Ronaldo, et il dit c'est qui le meilleur joueur de tous les temps? Il dit c'est Maradona, et Ronaldo il dit moi. Et puis t'as un mec qui a fait un montage de lui après 15 ans avec 5 ballons d'or, tu vois. Moi j'ai jamais eu peur de ça, tu vois. Après s'il y a l'échec, il y a l'échec. Moi je veux être leader de la coiffure homme dans le monde. C'est ça mon objectif. C'est que n'importe qui dans le monde entier où tu vas, il connaît Mathieu Naïs dans la coiffure homme. Ça c'est mon goal, tu vois. C'est mon objectif. Est-ce que moi je vais le faire? Est-ce que j'aurais revendu avant? Est-ce que... Peu importe. Mais si un jour je vends ça, je veux que les gens l'amènent là. Ça doit être une des clauses dans lequel je veux amener ça là. Parce que j'ai le caractère, j'ai les connexions, et je pense avoir compris pas mal de choses que peut-être certains n'ont pas compris dans ce domaine-là qui peut m'amener là, clairement. Donc voilà. C'est une belle vision. C'est une belle vision. Aujourd'hui, je sais que tu mets en place des choses et tu en as parlé dans une story et tu as eu des gens qui étaient très réceptifs à ça à l'égard du concept de la franchise. Ouais. Pour porter une vision comme celle-ci, c'est vrai que la franchise, c'est un outil qui est extrêmement avantageux. Est-ce que tu peux nous en parler davantage de cette vision de la franchise, de ta stratégie autour de la franchise et comment tu veux la déployer? En fait, on a discuté avec mon directeur développement de quelle manière on pourrait devenir leader mondial. On s'est projeté sur 5-10 ans, on s'est dit voilà, on se met un goal entre 5 à 10 ans, 2027-2028, pour y arriver. On a pesé le pour et le contre, on s'est dit ok, si on le fait en propre, bien sûr que on aura beaucoup plus de pouvoir et de décision par rapport à nos équipes, mais si on le fait en propre, il faut beaucoup de sous, il faut des investisseurs déterminés qui vont croire en nous, parce que bon, tu peux leur raconter une histoire, mais au bout d'un moment, quand les gens ils mettent des millions sur la table, il faut des preuves et il faut déjà arriver à un certain niveau. Donc au début, il faut le faire en propre pour au moins les 20-25 premiers salons. Ensuite, tu leur ramènes, voilà les gars, mais ça prend combien de temps? Tu vois, ça prend 2-3 ans avant d'arriver avec des bilans, avec des plans financiers convenables et compagnie, tu vois. On s'est dit, ok, comment structurer, développer une franchise qui fait que même un boucher peut ouvrir un salon de coiffure et que ça marche? On a travaillé là-dessus depuis janvier, donc ça fait 4 mois qu'on est d'arrache-pied là-dessus pour pouvoir en fait donner un produit à n'importe qui fait que ce gars-là en fait a juste à gérer ses équipes et à éviter un turnover. Pour le reste, ça roule tout seul. Nous, on s'occupe du marketing, on s'occupe du nom, on s'occupe de l'infrastructure, on s'occupe de tout. Même recruter tes équipes, même les former. Et donc, on a pesé le pour et le contre et on a voté pour la franchise. On avait déjà pas mal de demandes, concrètes ou pas, avant.
Je t'avoue qu'il y a un an, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit impossible. Aujourd'hui, j'y crois dur comme fer. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui a fait ce switch ? Je pense qu'il a fait le switch, c'est tout va tellement vite aujourd'hui. Mon père m'a donné une certaine peur en moi qui est une qualité. Ça veut dire que, au fond de moi, je sais que je vais jamais retomber avec rien parce que j'ai toujours ce degré du risque dans ce que je fais. Je me suis dit au bout d'un moment, Mathieu, imagine en 2030, c'est plus la mode. Tu fais quoi ? T'as investi autant, t'as mis toute ta vie en péril. T'as jamais été liquide parce que chaque fois que t'avais des sous, tu les réinjectais dans un salon et là, tu te retrouves avec 50, 60 salons et en fait, c'est en train de dégringoler. Ce que je me suis dit, ok, en 2023, tout va trop vite, tout va très vite. Ça veut dire qu'il faut en ouvrir 200 d'ici 3 ans en fait. Ça, c'est le but. Et en ouvrant 200 d'ici 3 ans, en fait, tu changes le game. Ça veut dire qu'il y a tellement de demandes par rapport à l'offre qu'en fait, à la fin des fins, ton produit il va cartonner en fait. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les gens ? En fait, pour qu'une mode, elle ne s'arrête pas, qu'est-ce qu'il faut ? Il en faut beaucoup. Et il faut en faire. Demain, tu as 200 Mathieu Naïs, toi, tu es coiffeur, tu viens de commencer, tu te dis, mais attends, mais putain, le mec, il en a 200, c'est que ça cartonne. Mais tu sais quoi, moi aussi, je veux faire de la coiffure. Et moi aussi, et moi aussi, et moi aussi. Et en fait, j'ai chauffé tellement de gens depuis 2015 à faire ce métier qu'aujourd'hui, ce métier, en fait, il a explosé. Ouais. Moi, je l'ai fait dans mon pays, un autre, il l'a fait dans son pays. Ouais. Et ça a clairement bombardé. Et les gens sont prêts à payer un certain prix pour un certain service. Il faut en profiter, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ouais. Tu vois ? C'est vrai qu'il y a une grande mode, justement, des barbeurs. Bah oui. Ça a popé comme des champignons sur ces 5-6 dernières années. En tout cas, j'ai ce sentiment extérieur en étant client et en étant aussi... Chaque chose que je vois et que je fais dans la vie, finalement, j'ai une certaine analyse marketing, un œil entrepreneur. Comme toi, j'imagine, tu peux pas t'empêcher à chaque fois. C'est lié à quoi, selon toi ? C'est uniquement une mode ou pas ? Parce que finalement, c'est un bien de consommation du quotidien qu'on aura plus ou moins toujours besoin, je veux dire. En fait, les gens, ils ont compris un truc. Je pense que les gens comme moi, quand ils ont commencé à séparer le coin homme des coins dames, ils ont compris une chose, c'est que pendant des années, il y avait les salons mixtes. Ouais. Où les gens allaient se coiffer. Mais les gens n'avaient pas les hommes surtout n'étaient pas aussi chouchoutés que les dames dans ces salons mixtes. Ouais. Tu venais, tu étais assis sur un siège normal, tu tordais le cou pour faire ta barbe. On s'occupait de toi vraiment en mode c'est un homme, c'est bon, on va pas commencer à passer 2 heures sur sa barbe. Ce qui a fait en fait que la coiffure homme s'est développée autant. Quand les barbershops sont revenus à la mode et qu'on a vraiment pris soin des hommes, en fait on s'est rendu compte que les hommes aimaient ça. Donc aujourd'hui, pour retirer cette mode, franchement, ça va vraiment être compliqué. À moins que demain, la mode, c'est les cheveux longs jusqu'au dos pour les hommes. Pour que ça s'arrête, ça va vraiment être compliqué parce qu'aujourd'hui, ce qu'on offre aux hommes, ils n'ont jamais eu depuis 40 ans. Ouais. Tu vois ? Ouais. Donc moi, je pense que c'est ça qui a clairement développé ce truc-là, de se dire, OK, nous, on va dans des barbeurs, ils mettent plus 15 minutes sur nous, mais 1 heure sur nous, ils prennent soin de nous. Bien sûr, je paye pour cette heure-là, c'est normal, mais je préfère payer plus cher et être chouchouté qu'aller dans un salon mixte et qu'on me coiffe vite fait. Moi, je le sens aujourd'hui, j'ai 3-4 appels par semaine de salons mixtes qui vendent. Ouais. Ils veulent pas se mettre à jour, en fait. Ça fait 15 ans qu'ils ont les mêmes travaux, qu'ils ont les mêmes équipes, les mêmes trucs. Ils coiffent pas les hommes ou un peu. Mais attends, mais tu vas venir chez moi, tu vas payer, je sais pas moi, 35 € pour un service où on va prendre soin de toi. Tu vas aller dans un salon mixte où il va te prendre 25 même. Mais tu vois que le gars, il est pas doux en homme. Tu vois que le gars, c'est un coiffeur. En fait, à l'époque, les coiffeurs étaient complets. Aujourd'hui, on a compris qu'il faut prendre les qualités de chacun et les mettre. Si le mec, il n'est pas fait pour les barbes, arrête de lui casser la tête à faire les barbes, les permanentes, les coupes. Tu sais, chez moi, c'est coupe, barbe et barbe. J'ai tout supprimé. Avant, c'était décoloration, coloration, mèche, balayage. Vas-y pour former des équipes, vas-y pour recruter. Il y a le turnover, tu dois recruter de nouveau, reformer de nouveau. Aujourd'hui, c'est simple. Coupe, barbe et barbe. Donc, quand on est le plus fort, tu viens, on s'occupe de toi. Oh, mais j'ai envie de faire un balayage, on a un salon mixte là-bas. Tu veux pas, il y a un salon en face, tu vas, tu fais tes mèches là-bas. C'est tout, c'est comme In-N-Out. T'as vu le truc des burgers là. Ouais. Hamburger, cheeseburger, frites, merci, bonsoir. Pourquoi on va faire des choses, on va former des gens, on va commander des produits, on va commander des trucs, si à la fin des fins, le mec il sort avec son balayage blanc et il est pas content, ou alors il est content à moitié. Un grand homme un jour m'a dit, pour réussir dans un business, il faut pas augmenter, il faut supprimer des choses. C'est ce qu'on a fait. Ouais, non, c'est clair. Non, mais tu as tout à fait raison. Mais du coup, par rapport à ça,
j'ai envie de revenir sur un sujet, c'est que en plus du fait de se dire ok, les hommes aiment se faire chouchouter et du coup payer un certain prix, toi au niveau de ta tranche tarifaire, tu es au-dessus du marché sensiblement. Quand même. Voilà. Et comment tu fais pour te démarquer et que les gens viennent, payent et sont heureux de payer, même si c'est plus cher, pour... je vulgarise à fond la chose, je sais que c'est pas le cas, mais tu vas pouvoir développer dessus, pour une perception extérieure qui finalement est la même. C'est-à-dire que finalement, tu es allé chez un coiffeur, tu es sorti du coiffeur, tu es coiffé et tu as ta barbe qui est coupée. Qu'est-ce que tu offres de plus dans l'expérience ou dans le travail final et dans l'expertise du coup, qui fait que tu peux te démarquer comme ça de la concurrence et que les gens sont heureux de payer plus cher finalement? En fait, c'est fou ce que je vais dire, hein, mais je vais oser le dire. Faut oser, c'est tout. C'est comme si toi maintenant, ton métier, c'est d'interviewer les gens et t'es payé 2000 € de l'heure pour ça, parce que le marché, il dit que c'est 2000 € de l'heure. Toi, tu dis, chez moi, c'est 5000, et tu donnes rien en plus. C'est trash ce que je dis. Bien sûr qu'on donne en plus, bien sûr que dans le service, on est plus fort, bien sûr que dans la déco, on est plus fort, bien sûr que dans les coupes, on est plus fort. Mais je pense pas que c'est ça qui justifie ton prix. Tu sais... tu vas aller manger un McDo, ton cheeseburger, tu vas le payer 1 €. Me dis pas que tu vas aller au resto, tes pâtes, elles sont à 22 €. Non, à un moment, il n'y a pas de justificatif de prix. À un moment, tu as le prix que tu mérites. Moi, j'ouvre à côté de toi, tu as coupé là à 20, la mienne est là à 30. Eh ben écoute, on verra qui a raison. Tout simplement, en fait. Il y a un moment où, en fait, il faut arrêter de trop se prendre la tête, de se dire « Ah, mais attends, mais pourquoi lui, il a autant, mais ils vont aller là-bas ?» Mais ils connaissent même pas l'existence de l'autre. Ouais. Moi, quand j'augmente mes prix de 5 €, tu crois que je me dis « Ah, mais attends, mais le voisin, il est à 20, moi, je suis à 25, mais ils vont aller là-bas parce que chez nous, ça a augmenté de 5. » Mais qu'est-ce que t'en sais que le client connaît même l'existence de ce mec-là? Il connaît peut-être même pas le mec qui vient chez toi depuis 4 ans, il connaît que toi, il est content, il se dit « Bon, au début, c'est chiant, je paye 5 balles en plus, mais tu sais quoi, je vais continuer à y aller parce que le mec, il donne un bon service et c'est cool, et il aime bien l'atmosphère. » Et puis à la fin, c'est le marché qui me donnera raison. Si mes clients diminuent, si mon chiffre d'affaires diminue, bah c'est que je suis trop cher par rapport à la concu. Mais aujourd'hui, j'arrête pas d'augmenter, tout fait qu'évoluer, mes salons marchent de mieux en mieux. Mais c'est qu'à un moment donné, le marché a raison et j'ai raison. Et moi, je me suis positionné, en fait, pour répondre maintenant précisément à ta question, un peu moins trash. En fait, il y a les salons de quartier. Il y a les salons un peu plus que les salons de quartier, tu sais, les nouveaux barbershops, pseudo-barbershops, où ils te mettent un peu l'essuie-chaud, ils te font croire qu'ils sont au-dessus de ceux de quartier. Mais en fait, il a juste plus belle déco, ça change rien de celui de quartier. Et puis, tu as tout en haut les salons injustifiés, ceux qui demandent des prix exorbitants. Pourquoi? Parce que, oui, il y a une fille qui te masse pendant que tu coupes tes cheveux et compagnie. Mais c'est plus dans le service que dans la qualité de travail. Et puis, tu as Mathieu Naïs qui s'est mis, en fait, entre tout. Il s'est mis dans la limite là, dans la limite là. Et en fait, il a bloqué le circuit. Et c'est ça notre objectif aujourd'hui, notre goal, c'est de bloquer le circuit entre les pas chers et les très chers, tu vois, de se mettre entre les deux et dire, OK, il y a un grand marché à prendre, on va se positionner, on va prendre ce marché. Et aujourd'hui, ça marche. Donc c'est ça. Mais je pense pas qu'il faut se poser trop de questions. Pourquoi le concurrent, il a autant? On s'en fout, tu vois. Il n'y a personne qui est comme personne. Pourquoi Louis Vuitton, ils vendent des chemises à 1000 et Lacoste, ils vendent des chemises à 105. Tu vois, il y a une raison pour rien, c'est le marché qui donne raison. Complètement. Lorsque tu parlais de McDo, et McDo, quand tu penses McDo, moi quand je pense McDo, je pense à deux choses. Je pense immobilier, qui est leur business de base, et je pense également industrialisation, qui fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont grâce au modèle de la franchise. Lorsque on a passé un temps ensemble à Casa, justement, c'était plus ou moins en janvier, tu étais dans cette réflexion, tu avais pour projection d'en ouvrir 30, je crois, sur les 12 prochains mois, etc. Là, on voit que l'économie d'échelle a augmenté à presque x10. Ça ne m'étonne pas de toi, hein, ça ne m'étonne pas de toi du tout, au contraire. Et je sais que tu vas le faire en plus et tout donner pour le faire. Mais du coup, tu as switché vers ce modèle franchise. Lorsque tu crées un modèle franchise, tu le dis, 4 mois de travail, 4 mois de réflexion, j'imagine que ça demandait une intensité de travail et de réflexion qui est une intensité que peu de gens sont en capacité de mettre en place. C'est 4 ans. Voilà, je sais aussi que tu t'es fait bien entourer. 4 mois, c'est 4 ans. Ouais. J'ai pas travaillé 4 mois tout seul dans ma chambre. J'ai travaillé 4 mois avec des équipes, avec des gens, avec des fous furieux. Je me suis éduqué, j'ai eu la chance je suis occupé à négocier pour acheter une grande franchise dans la coiffure. Je me suis inspiré d'eux, j'ai bouquiné. Ouais. C'est 4 ans, vraiment. Justement, par rapport à ça, qu'est-ce que tu as appris
et quelles sont les clés que tu peux partager à l'égard de la mise en place d'un modèle franchise au travers de ces 4 mois intenses de travail? Parce que c'est vraiment un modèle qui, je pense, est l'un des meilleurs modèles pour pouvoir scaler et industrialiser le scaling d'un business physique quel qu'il soit. Moi, je pense que la plus grande clé, c'est de la tester soi-même. Moi, aujourd'hui, je considère que mes salons sont des franchises parce que je ne mets pas les pieds nulle part et ça fonctionne. Ça veut dire que toi, demain, tu prends la franchise à Dubaï, tu ouvres à Dubaï, il fonctionnera mieux que les miens. Pourquoi ? Parce que moi, je ne m'en occupe pas. J'ai des gens qui s'en occupent. Moi, je m'en occupe 2 heures par semaine et ça n'arrête pas d'évoluer parce que j'ai mis un système en place qui fait que j'ai plus besoin d'être présent physiquement pour pouvoir faire en sorte que ça marche. Que ça soit dans la communication, que ça soit dans le système de caisse, que ça soit dans le système de rendez-vous, que ça soit dans la gestion du personnel, que ça soit dans le système des chiffres. Moi, j'ai formé mes équipes qu'avec les chiffres, il sait savoir si un gars il est fort en barbe ou pas. Tu vois ? Mon directeur, il sait si un coiffeur dans tel salon est bon en barbe ou pas. Il sait avec les chiffres si le coiffeur sait vendre des produits ou pas. Il sait que le gars, on sait tout. Aujourd'hui, avec les process, avec les tableaux qu'on a mis en place, on est au courant de tout. Que ce soit les avis Google, les avis par après, les messages, on est formé pour ça. Donc, moi, je pense que la meilleure manière de franchiser un produit, c'est déjà toi, de le tester toi-même, de reculer, de travailler en altitude sur ta boîte et de te dire, ok, d'accord, dans les franchises, je ne serai pas là. Dans les franchises, je n'aurai pas mon mot à dire. Ça veut dire que comment on peut savoir qu'un franchisé fait bien les choses ? À part sur les chiffres, on ne peut pas le savoir forcément. On va envoyer des contrôles, on va envoyer des gens sur place pour vérifier que tout est ok. Mais à part comme ça, on ne sait pas le faire. Donc nous, on le teste sur les nôtres. Okay, on ne met pas les pieds, on regarde à distance comment ça se passe. On passe tous les 2 semaines pour voir si tout se passe bien, si le chiffre augmente ou pas et compagnie. Ça marche, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Ok, on va diminuer certaines choses. Le chiffre d'affaires va baisser un petit peu, mais ça va être plus facilement scalable si on retire des choses du business model. Comme je t'expliquais, les décolos, les balayages, des trucs, ça rapporte des sous. Mais c'est difficilement scalable. Tu vois, pourquoi ? Parce que c'est complexe. Tu vois, et tout ce qui est complexe pour scaler, c'est compliqué. Tu vois, donc on a vraiment résumé tout le business model pour faire en sorte que le mec il peut gagner sa vie en ayant un chiffre d'affaires un petit peu plus bas et en faisant en sorte qu'il ne passe pas dans son commerce. C'est entièrement passif. Et par rapport à ça, on a un EBITDA qui est tout à fait correct, même quand on passe pas dans les commerces. Aujourd'hui, avec la crise de l'immobilier, que les gens ne veulent plus acheter parce que les taux sont hauts, le bitcoin, on n'a plus confiance, nanani. En fait, les gens aujourd'hui ceux qui ont vraiment de l'argent, savent plus dans quoi l'investir. Parce que vraiment, tous les marchés sont un peu fermés. Dès que j'ai senti ça, j'ai dit, on va franchiser. Je dis, c'est bon, n'importe qui va accepter cette franchise parce que c'est carré. Ouais. Je me rends pas compte, tu as investi dans un salon de coiffure. Quel type de rentabilité tu peux attendre ? On a entièrement passif un EBITDA entre 22 et 27%. Et quand on passe un peu de temps dessus, ça veut dire qu'on passe 1 ou 2 heures par jour, on fait nos caisses nous-mêmes, on paye nos factures nous-mêmes, on est à plus de 30% d'EBITDA. Ouais, ok. C'est un super business. Ouais, effectivement. Et tu dis un truc qui peut être un petit peu choquant, mais comment dirais-je, ça met en exergue la façon dont tu as poussé justement le process et la chose. Même un boucher peut ouvrir un salon. Un salon Mathieu Naïs. Hein. Un salon Mathieu Naïs, bien sûr. Là, tu vas recevoir plein d'emails de plein de bouchers directement. Non, mais c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'ouvrir des salons dans les 4 dernières années. Ouais, bien sûr. Ils ont pris un coiffeur, ils l'ont mis dedans, ils ont dit tu gères toi et on fait moitié-moitié. Ouais. Et ils se sont fait mal. Qu'est-ce qui fait que chez eux ça n'a pas marché et chez toi ça marchera ? Mais ce qui fait, c'est qu'en fait, ils pensent que c'est juste couper des cheveux. Mais couper des cheveux, c'est 55% du boulot. Il y a 45% du boulot derrière. La gestion, l'optimisation des prix, la gestion de minutes égale argent, la gestion du détail. Nous, tu sais que moi, je paye plus de 3 000 € par mois une équipe pour venir nettoyer mes salons. Mais les gens, ils me prennent pour un fou. Ça coûte 500 € une équipe de nettoyage. T'appelles 4 filles, elles viennent, elles nettoient chacun des salons, et merci, bonsoir. Mais non, en fait. Je montre à mes équipes, je montre à mes clients que c'est au-delà de ça. On va loin dans tout, tu vois. Et c'est en fait l'effet cumulé de tout. Je dis toujours l'effet cumulé parce que je suis occupé à lire ce livre qui est incroyable, l'effet cumulé. Tu l'as lu sûrement. Ouais. En fait, c'est l'effet cumulé de toutes ces petites actions qui font qu'en fait, chez nous, c'est pas comme chez les autres. Tu sais, bêtement, j'ai des caisses automatiques dans mes salons. Mais ça coûte 25 000 balles, ces bazars. Mais un client qui paye là-dedans, il se dit, ah ouais, lui, il n'a pas le temps. Bêtement ça. Le client qui vient, qui regarde l'argent, qui est concentré sur l'argent,
pourquoi lui c'est 35 et ailleurs c'est 30 balles et tout, purée, il n'y a rien de spécial. Il arrive, il paye dans cette caisse, il se dit, ah ouais, en fait le gars il fait pas les choses à moitié. Et même les contrôleurs, quand ils viennent dans nos commerces, ils voient ces choses-là, ils sont choqués. Et c'est ça, moi je pense, qui fait la différence entre nous et des autres. La gestion de l'équipe, la gestion de surmonter les problèmes d'une autre manière. Tu sais, certains entrepreneurs, ils ont mis 100 000 € dans un salon, ça marche pas au bout de 6 mois, ils disent, tu sais quoi, j'ai perdu un peu d'argent, c'est bon. Il n'y a pas cette passion, ce truc derrière qui fait que, tu vois, ben nous, en fait, on va t'aider dans ça. On va t'aider à surmonter les problèmes parce qu'on est déjà passé par là. Ouais. Alec, tu as perdu 2 coiffeurs sur le salon de Dubaï, il a perdu 50% de son chiffre d'affaires. Mais tu sais quoi, Alec, on t'en forme, on t'en renvoie 2, on met un petit coup de marketing, ça va te coûter 5-6 000 et tu vas redémarrer et tu auras perdu des clopinettes. Et si pas rien, tu auras peut-être même gagné dans l'histoire. Si je suis pas là, ces gens-là, tu as du mal à les recruter, tu as du mal à les former, tu as du mal à... Et donc, du coup, tu craques et tu vends. Ouais, tu mets en place tout un truc, tout un système justement pour former les futurs coiffeurs. Mais là, mon objectif principal, c'est une académie de malades mentales. Hein. Là, c'est l'objectif principal. Là, on a reçu une dizaine de messages de franchisés. Le 1er juin, on répond à tout le monde. D'ici au 1er juin, je cherche un local. J'ai déjà tout le matériel, j'ai déjà tout. Ça va être un prototype de salon de coiffure. Ça veut dire que toi, Alec, tu veux te former, t'es coiffeur, tu veux te former, tu dois passer par nous obligatoirement. Mais en fait, c'est un salon de coiffure dans lequel tu seras formé. On va t'apprendre comment vendre un produit, on va t'apprendre comment accueillir un client à la Mathieu Naïs. Ouais, une vraie simulation réelle, quoi. Comme si tu... Ah oui, mais c'est obligé. Ouais. Et ça aussi, ça a un grand coût. Ça a un coût, mais ça apporte de la valeur et ça te fait... Ça te fait faire le petit effort supplémentaire que les autres ne sont pas prêts à faire pour être différent. Mais c'est que ça. Mais pourquoi, encore une fois, et c'est important de le dire en tant qu'entrepreneur, pour moi, un problème d'argent n'est pas un problème, c'est une dépense. Ça veut dire que arrêtez de tout voir tout de suite avec l'argent. Ouais, mais ça me rapporte ça. Ouais, mais aujourd'hui, mes salons de coiffure me rapportent la moitié de ce qu'ils me rapportaient il y a 2 ans. Et j'ai 2 fois plus de salons. Mais parce que je suis en train de mettre un système en place, en fait. Ouais. Je suis en train de mettre une boîte qui aura de la valeur dans le temps. Et pas aujourd'hui ou pas hier. Les gens sont trop pressés, ils veulent tout de suite, ils veulent gagner tout de suite. Gratification court terme. Mais oui, mais si je fais une académie et que ça me coûte 150 000, mais je vais les récupérer quand? Mais c'est pas que tu vas les récupérer quand, tu vas les gagner en images, tu vas les gagner en marketing, tu vas les gagner... Ils avancent comme ça en fait, tu vois. Ils avancent avec des œillères et avec un frein à main en se disant « et si ça va pas ?» Il faut jamais se dire « et si ça va pas ?» Il n'y a pas de plan B. Il y a le plan A où on explose, où on se crache. Mais si tu mets un plan B, à un moment donné, c'est parce que tu sais que ton plan A, il va flancher. Ouais, je vois. Moi, je pense comme ça, tu vois. C'est super intéressant. J'ai aussi une question plus liée au marketing. Mathieu Naïs, c'est ton prénom, c'est ton nom. Ouais. Donc, c'est essentiellement toi qui, en tout cas au départ, incarne la marque. Clairement. Mathieu Naïs, t'es connu en Belgique. T'as coiffé des célébrités, t'es le coiffeur des Diables Rouges. Là, lors de la Coupe du Monde, t'étais invité en business class first, directement là-bas, tu coiffais les Diables Rouges, on voyait les trucs sur WhatsApp, etc. C'était top. Donc, il y a une certaine aura, il y a une certaine image, il y a une certaine renommée qui se dégage de toi et c'est ce qui fait que t'es aussi visible sur les réseaux sociaux comme ça, t'as construit ça. Mais Mathieu Naïs, par exemple, à Dubaï, à Los Angeles, à Londres, à Paris, à Genève, c'est pas le Mathieu Naïs de Louise par exemple. Tout à fait. Comment tu vois la chose pour l'avenir dans le cadre de la croissance à l'international de ton groupe et de tes salons pour réussir à aussi internationaliser ton prénom, ton nom, qui est la marque de tes salons finalement, qui est l'empreinte, la signature de tes salons, et faire en sorte qu'elle brille autant dans tous ces pays? Mais c'est simple en fait, Alec. C'est que je viens à Dubaï, d'accord? Il faut savoir que j'ai fait d'un salon de quartier inconnu, je te donne le nom, tu l'as jamais entendu de ta vie, d'un salon de quartier inconnu, un salon connu dans toute l'Europe. J'ai des gens qui prenaient l'avion de Londres, des joueurs de Chelsea qui venaient se coiffer dans ce salon de quartier. C'est un salon de quartier, c'est un salon de destination. Il y a 0 passage, c'est en face d'une école maternelle, il y a 0 passage. Mais tu crois qu'avec la rage que j'ai eue à ce moment-là, quand j'ai ouvert ce salon, à faire venir ces stars-là, si je suis à Dubaï, dans un mall où il y a du passage, et qu'avec les moyens d'aujourd'hui, avec l'expérience d'aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas les moyens, il faut l'expérience derrière le bagage qui fait que tu as surmonté 1001 choses avant d'y être. Mais tu crois que je ne vais pas tout exploser? Mais il n'y a même pas l'ombre d'un doute. Franchement, j'ai même pas, à aucun moment,
J'ai même pensé à ça. Ouais. Je vais venir avec mes équipes, ça va mettre du temps, ça va mettre 6 mois, 1 an, avant que les gens entendent parler, avant que les gens connaissent, avant que les gens s'y ça. Après, bon, à Dubaï, c'est un mauvais exemple parce que j'ai plein d'amis, donc ça peut faire vite le tour. Mais où que ça soit, mon empreinte, je vais la mettre, je vais venir, et moi, je suis prêt à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Et un moment ou un autre, ça prendra le temps que ça prendra, j'aurai la même notoriété à l'étranger que j'ai eu en Belgique. Et la différence avec l'étranger, c'est qu'au lieu de toucher 10 millions de personnes, j'en touche 300 millions. Et donc, au lieu de faire un chiffre d'affaires, je ferais x10, x20, x100. Ouais. Donc, la même. Je vois. Et en termes de levier marketing, tu utiliserais quoi les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tout ça, ou Google Ads, ou t'es pas trop sur ce genre de levier, t'es plus sur de l'organique? Au début, aujourd'hui, je commence tout doucement les ads, ce que je n'avais jamais fait auparavant. C'était clairement de l'organique. Ça a toujours été de l'organique. Aujourd'hui, je me rends compte qu'avec le nombre de salons que j'ai besoin des ads maintenant, petit à petit, pour commencer à remplir mes salons. Je parle de la Belgique. Donc, pour l'étranger, honnêtement, Alec, aujourd'hui, je suis même plus concentré là-dessus. Je vais laisser les gens faire. Demain, je tombe sur un Alec à LA. Je dis, écoute, on travaille ensemble, je te fais confiance. Moi, tu me remplis mon salon, d'accord? Ça, c'est ma notoriété, j'ai fait ça. Travaille sur mon image, moi, je travaille sur mon développement, je travaille sur mon recrutement, je travaille sur ce que je sais faire. En fait, j'ai appris qu'avec le temps, je suis coiffeur à la base, je deviens l'entrepreneur que j'ai toujours voulu être, entre guillemets, mais chacun son métier. Ouais. Moi, je fais ce que je sais faire. Et je délègue à des gens qui savent faire ce qu'ils savent faire. Et en fait, c'est l'enchaînement des meilleurs qui fait qu'on devient le meilleur. Il y a des gens qui veulent tout faire eux-mêmes parce qu'ils ont un ego surdimensionné. Ils se disent, je vais tout péter moi-même, je vais faire moi mon Insta, je vais faire moi mon Google Ads. Non. Moi, je fais mon truc à moi. Ce que je sais faire à moi, je fais appel aux meilleurs dans le domaine pour s'occuper du marketing et ils vont s'occuper du marketing. Et puis, on verra comment ça va se passer. Tu vois ? Ouais. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. En tout cas, j'ai pas de stratégie marketing ou quoi. Je fais appel à des équipes qui, eux, vont mettre la stratégie. Eux, ils ont bossé des années, ils ont surmonté des trucs que moi, j'ai surmonté dans mon métier. Et on va y arriver comme ça. Ouais. Tu as toujours eu cette humilité de te dire, il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi dans certains domaines, je dois m'entourer des meilleurs pour faire ça? Vraiment pas. Vraiment pas. Au début, je faisais tout moi-même. Je déléguais rien à personne. Je pensais être au-dessus de la mêlée. Et surtout, l'ego que tu attrapes quand tu commences à coiffer des stars et compagnie et tout. C'est vraiment l'après-Covid qui a fait que je me suis beaucoup développé personnellement. Et j'ai appris beaucoup de mentors qui ont toujours dit, pour gagner, il faut s'entourer de gens plus forts que soi. Aujourd'hui, clairement, j'ai pas honte de le dire, je suis pas la bonne personne pour amener Mathieu Neis là où il doit aller. Je vais être obligé à un moment ou à un autre m'entourer de gens meilleurs que moi, j'en ai déjà, mais d'autres gens qui peuvent développer meilleurs que moi pour emmener Mathieu Neis là où il peut aller. Moi, je vais m'occuper que ce soit de l'académie, je vais m'occuper que ce soit de la stratégie, des choses dans lesquelles je suis fort, mais il y a des gens beaucoup plus forts que moi qui peuvent optimiser, structurer, développer les salons. C'est pour ça que j'ai fait appel à mon directeur actuel. Donc, non, j'ai pas toujours eu ça, au contraire. Donc, c'est vraiment maintenant que je me dis, ok, parfois même, j'ai l'impression d'être le gars le moins important de la boîte, quoi, tu vois. Donc, mais c'est là que moi, je suis le mec, Alec, qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est, on va dire, mon idée. Donc, moi, j'arrive, je dis, voilà, les gars, on va faire une tasse, d'accord ? À l'intérieur de la tasse, on va la faire arrondie parce qu'on peut mettre un peu moins d'eau dedans, ça va mieux se vendre et compagnie et tout. Maintenant, à vous de faire votre travail, les gars. Voilà. Ok. Et toi, tu vas écrire entrepreneur.com, tu vas écrire les trucs parce que tu sais que pour le marketing, c'est du lourd, tu sais comment communiquer par rapport à ça. Tu vas être fort par rapport à ça. Moi, je suis juste le gars qui ose dire, on va le faire, je vais mettre les sous, je vais mettre les équipes, je vais pas avoir peur de m'entourer, je vais motiver mes gens. Une fois que tout est créé, moi, il faut m'oublier. Je suis pas le mec qui va venir faire des process, des tableaux, des bazars, des trucs. Oublie-moi. Moi, je suis le mec qui va m'asseoir à une table, je vais te serrer la main, je vais te regarder dans les yeux. Tu sais que je vais tenir ma parole. Le reste, j'ai des gens qui s'occupent de ça et qui vont le faire, mais à la base des bases, la fondation, elle vient de moi. Je suis un fondateur, mais je suis pas un optimiseur, un structureur, un développeur. Tout ça, il y a des gens bien meilleurs que moi pour le faire. Mais le cran que moi j'ai, le truc que moi j'ai, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont parce que je passe à l'action très très vite, sans réfléchir, tu vois. Ouais, je vois. Et lorsqu'on a des ambitions comme les tiennes, on se rend vite compte aussi qu'il faut savoir très bien s'entourer.
sûr. Comment tu as recruté cette personne clé qui est aujourd'hui ton directeur, ton développeur? Ça peut être intéressant d'en parler parce qu'une des problématiques majeures de la plupart des entrepreneurs, c'est réussir à bien s'entourer, trouver les bonnes personnes pour pouvoir mener à bien leurs ambitions. Les bonnes personnes, elles n'existent pas. C'est toi qui les crées. Pour moi, Alec, t'es quelqu'un d'incroyable, de brillant, de tout ce que tu veux. Pour un autre, tu peux être personne. En fait, c'est chacun son aura. Moi, franchement, j'ai reçu un don de Dieu de pouvoir regarder que les qualités des gens et pas leurs défauts. Je regarde jamais les défauts de quelqu'un. Qu'est-ce que tu peux m'apporter qui peut me faire grandir? Je m'en fous de tous les problèmes que tu as. Tu ne te réveilles pas le matin, tu trucs. Je m'en fiche. Qu'est-ce que tu peux apporter à cette structure qui fait qu'elle peut arriver là où elle arrivera? Et là, je te prends avec moi et on fait la guerre ensemble. Et pour revenir au directeur développement, j'ai fait appel à une société de chasseurs de tête. Donc ça m'a coûté quand même pas mal de sous pour le recruter. Donc j'ai fait confiance. On a fait des tests de QI, on a fait des tests d'émotion, on a fait pas mal de tests à plusieurs personnes. On a sélectionné 2 personnes. Moi, je me suis installé qu'avec les 2 derniers. Et j'ai tranché, j'ai choisi. Et aujourd'hui, je suis aux anges, quoi. Ça représente quand même un investissement, un sacré investissement d'avoir des personnes de qualité. Qu'est-ce qui fait que tu oses justement payer des gens à un certain prix? Parce que moi, je vois, même dans mon activité de consulting, lorsque j'interviens en consulting, c'est tout de suite plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ouais. Et même si les gens voient que des clients dans le passé par dizaines, si ce n'est aujourd'hui par centaines, ont posé par exemple 25, 30, 50, 100 000 euros sur la table et on en ressorti 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions. C'est que factuel, c'est chiffré, ils font des vidéos face caméra, on voit les chiffres, on voit le truc, on voit le résultat. Ils arrivent encore à se dire non, mais quand même, c'est beaucoup, c'est ci, c'est ça, c'est beaucoup d'argent, il y a un risque, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on se détache émotionnellement de l'argent, qu'on croit au processus et qu'on ose, je ne vais pas être vulgaire, mais poser sur la table et avancer, tu vois? L'entourage, je pense. L'entourage, c'est très important. Des gens qui te disent, on en parlait avec Emmanuel, qui dit, ok Mathieu, ce mec-là, il te coûte 1000 euros par jour. À la fin de l'année, ça va te coûter 200 000, mais il ne faut pas compter comme ça. Il faut compter que ce gars-là, en fait, va te mettre une structure, un truc qui peut, dans l'avenir, t'en ramener 2 millions. Et il faut voir à long terme, en fait. Mais le problème, c'est que les gens, ils ont du mal à voir à long terme, et je les comprends parce que la douleur, elle est maintenant. La douleur, elle est maintenant, et il n'y a rien qui rentre maintenant. Donc, comment faire? Moi, mon directeur développement, il est là depuis janvier. On est en avril aujourd'hui. Si je devais le payer 10 fois ce que je l'ai payé, je l'aurais fait. 10 fois. Pourquoi? Parce qu'il est capable de faire des choses que moi, j'aurais jamais été capable de faire. Ce mec-là, c'est une machine à tuer du process. Moi, je connais rien au process. Il monte les tableaux. Je dis, Salvatore, tu me fatigues. La vérité, viens, on va manger. Laisse tomber tes tableaux. J'ai confiance, fais. Mais parce que j'ai pas la capacité ni intellectuelle, ni la capacité de comprendre en fait les tableaux du mec. Le mec, il me parle qu'on gagne 14 cents par minute pour une coupe. Mais fais tes calculs tout seul. Tu vois? Mais ce mec-là, il a mis des choses en place que je n'aurais jamais mis, même dans 10 ans. Jamais. Donc ce mec-là, si je pouvais le payer 10 fois plus que ce que je l'ai payé, je l'aurais fait sans problème. Je lui ai même proposé aujourd'hui, on est en train de discuter de départ de la société. Parce que le gars, en fait, il n'a pas mon cran, il a peur. C'est quelqu'un qui ne va pas oser faire, tu vois. Mais par contre, quand c'est fait, quand c'est truqué, que le gars, il doit venir développer, scaler, structurer, c'est une machine à tuer. Donc tu as le fou dans l'histoire, et t'as le mec du process, mais qui peut t'arrêter? Ouais. Tu vois? T'as le bulldozer qui avance, et puis t'as celui qui fait le plan de route pour que le bulldozer puisse arriver à destination. Mais après, ça, Alec, encore une fois, il faut voir pourquoi t'es là. Est-ce que t'es là pour gagner beaucoup? Est-ce que t'es là pour créer quelque chose? T'es là. Ouais. Moi, demain, je vois Mathieu Naïs coiffer 5 millions de personnes. Tu vois? T'imagines quel rêve, quel but, quel objectif de fou? Demain, 5 millions de personnes dans le monde peuvent dire je vais me coiffer chez Mathieu Naïs. Ça, c'est mon goal. C'est pas dire cette année j'ai pris 2 millions ou cette année j'ai pris 5 millions. Mais des gens riches, il y en a plein. Mais combien de gens riches autour de nous, on s'installe, on parle avec eux et ils nous inspirent dans rien? Moi, je veux faire des choses. Je veux tomber, je veux de l'échec, je veux grandir, je veux apprendre, je veux savoir 1001 choses, je veux m'asseoir avec toi et parler de tout et de rien. C'est l'humain, c'est toutes ces choses-là qui m'excitent dans la vie, tu vois. C'est pas les scores, les trucs,
Mais non, tu vois, il y a des salons de coiffure, je suis sûr, avec 2 salons, il fait le chiffre que je fais avec 8 salons. Mais le gars, il travaille 18 heures par jour, tu lui parles d'entrepreneuriat, tu lui parles d'EBITDA, je sais même pas s'il sait lire un bilan, tu vois. Est-ce que c'est ça la vie que tu veux mener? Est-ce que c'est cette personne-là que tu veux être? Tout dépend de ça. Le gros problème actuel, c'est l'argent. Ou tu as un problème avec l'argent ou tu n'as pas de problème avec l'argent. Si tu as un problème avec l'argent, détache-toi de ça parce que tu vas aller loin financièrement, mais ta personne ne va peut-être pas être ce qu'elle doit être. Donc, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est vraiment, faut se détacher de l'argent. Il faut voir le process, l'objectif. Ouais. Quel meilleur conseil tu donnerais justement pour réussir concrètement à se détacher de l'argent ou en éducation financière? Parce que c'est vrai que tu as raison, aujourd'hui c'est un gros problème dans notre société. Quasi tous les problèmes des gens sont liés à l'argent. Même problème de couple, problème de business, problème d'amitié. Il y a des familles qui se déchirent à cause de l'argent. Les problèmes qu'on a là dans les rues où les gens mettent le feu aux poubelles ou des poubelles dans les rues, tout ça, c'est lié à l'argent. Les manifestations, c'est lié à l'argent. Des gouvernements qui tombent, c'est lié à l'argent. Même des guerres, c'est lié à l'argent. Quelle est ta vision de ça et quels sont tes meilleurs conseils liés à ça pour que concrètement ça puisse changer dans l'état d'esprit de certaines personnes qui nous écoutent? Mais en fait, il faut toujours se dire que si je perds tout, il va se passer quoi? Moi, tous les jours, je parle de ça avec mon épouse. Elle me dit, ouais Matt, mais imagine demain, tous les crédits qu'on a fait, on tombe. Et je dis, ok, on va procéder par étapes. Demain, je dois vendre ma montre, pas attaché. Demain, je dois vendre ma maison, pas attaché. Demain, je dois plus manger 2 fois par semaine au restaurant, mais je dois manger à la maison, pas attaché. Demain, en fait, je fais le calcul de toutes les choses qui font que demain, si je perds tout ce que j'ai actuellement, donc je fais le calcul vraiment, hein, je regarde combien j'ai de crédit et si je tombe complètement, ce qui va me rester, mais je suis attaché à rien en fait. C'est clair que ma vie, mes standards, je les aime bien. C'est clair que demain, si je peux jamais me payer une business class, ça va pas me rendre triste, mais ça va m'ennuyer. Je vais me dire, purée, j'ai eu l'habitude, maintenant je suis là, maintenant comment je fais, je suis serré, je suis truc. Mais justement, c'est ça qui va me faire me motiver 10 fois plus pour y retourner, tu vois. Aujourd'hui, j'ai peut-être pas les moyens de voyager que en business class, parce qu'il y a des fois où t'es avec les enfants, madame, c'est un certain prix, et je me dis, ok Matt, tu peux peut-être le faire, mais tu vas le sentir. À partir du moment où tu le sens, c'est pas agréable de le faire, tu vois. Mais clairement, détachez-vous de tout. Et quand vous êtes détaché de tout et que vous savez que toutes ces choses-là font partie de votre réussite et font partie de ce qui va vous faire grandir, une belle voiture, c'est ce qui va faire ton marketing pour grandir. Mais demain, je l'ai pas, je suis pas moins heureux. Tu vois. Mais par contre, si tu es attaché à tes standards, là, c'est compliqué. Ouais. On en parlait tout à l'heure, sans rentrer dans les débats ou autres. Tu es quelqu'un qui, à la fois, qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie? Tout. Tout, parce que tout est lié à ça. Moi, demain, tu me dis, arrête d'aller à l'église le dimanche et t'es milliardaire, je vais te dire jamais de la vie. Jamais de la vie, parce que moi, toute ma vie, elle est basée là-dessus, tu vois. Donc, ça m'a apporté une stabilité, ça m'a apporté une loyauté, une humilité, ça m'a apporté la fidélité envers ma femme, ça m'a apporté l'éducation de mes enfants, ça m'a apporté le respect de mes parents, ça m'a apporté le fait de n'abaisser personne, tout le monde est au même niveau, ça dépend pas des sous, ça dépend pas de qui tu es ou quoi, tout le monde est au même niveau. Le bon Dieu a mis les gens sur terre pour que chacun fasse sa mission. Si moi je dois être salarié au Carrefour, c'est peut-être parce que je dois changer la vie de 2 salariés de là-bas. Pour moi, tout est lié à ça, donc moi je lis tout à ça, et pour moi, je mets dans mes prières tout ce que je fais. Cette nuit, encore dans mes prières, j'ai mis la franchise des salons, tu vois, dans le sens où je dis, Seigneur, si c'est ça mon but pour atteindre mon objectif pour toi, que je le fasse, sinon on fait en sorte que ça se fasse pas, tu vois. Moi je dis tout à ça, je mets tout par rapport à ça, et pour moi c'est très très important, tu vois. Donc voilà. Ouais, c'est super intéressant. Et un autre point justement, c'est au niveau de la famille. La famille, c'est quelque chose d'important pour toi, d'important dans la vie en général, hein, d'important je pense pour la plupart des gens qui nous écoutent. Mais lorsqu'on a de grandes ambitions, souvent on peut être tiré par cette ambition et cette envie entrepreneuriale, surtout quand on a un tempérament comme toi qui est un homme d'action, un homme de terrain, qui fait 1001 choses, dans le but aussi d'offrir justement cette liberté et cette sécurité à sa famille. Et on peut rentrer dans une sorte
discours entre le discours et les actions un peu contradictoires qui ont aux antipodes parce que tu fais tout ça pour ta famille mais t'as plus le temps de passer du temps avec ta famille. Comment tu trouves cet équilibre justement dans ta vie aujourd'hui? C'est un mensonge ça, ceux qui disent je fais ça pour ma famille. Mais oui, c'est n'importe quoi. Arrête, tu fais pas ça pour ta famille. Ta famille avec 5 000 € par mois, c'est le roi du monde en Belgique. Tu fais pas ça pour ta famille, c'est pas vrai, tu vois. Moi, il y a un moment où aujourd'hui, je sais que mes enfants, entre 18 et 20 heures, ils sont à la maison, je passe du temps avec eux. Je sais que c'est un temps où je passe pas dans ma business, je sais que c'est un temps où je néglige peut-être certaines choses qui sont différentes de la famille. Il faut arrêter de se mentir. Moi, mon père, il me disait ça quand j'étais petit. Hein. Il travaillait beaucoup, il me disait, mon fils, je fais ça pour toi. En 2 ans, j'ai striké mon père. Hein. En 2 ans, j'ai fait plus de sous que mon père, il a fait toute sa vie. Et pourtant, entre guillemets, il s'est jamais dit à un moment, ah ouais, purée, j'aurais dû peut-être faire ça comme ça. Il regrette rien, il se rend compte de rien, entre guillemets, tu vois. Donc non, tu fais pas ça pour ta famille. Demain, ton fils, c'est Bill Gates, tu sais même pas. Donc tu fais ça pour qui? Tu fais ça pour toi, parce que t'aimes ce que tu fais, parce que t'es lancé dans le train, et le train, une fois qu'il va à 300 à l'heure, vas-y pour te jeter. Hein. Tu vas te jeter, tu vas mourir. Donc non, c'est faux ceux qui disent ça. Moi, je pense qu'il faut tout simplement, c'est comme un gâteau. Il y a des parts du gâteau, il y a la part famille, il y a la part spirituelle, il y a la part business, il y a la part amitié, il y a la part truc. Et il faut savoir dans quelle part tu mets le plus de... ou tel quel le plus gourmand, entre guillemets. Mais c'est faux de dire que je fais ça pour ma famille. Moi, pour moi, ceux qui disent ça, ils se cachent derrière quelque chose. Tu vois? Ouais, totalement. C'est intéressant cette... brutalité honnête mais c'est clair. dont tu fais preuve et tu as raison. Et finalement, comment tu trouves cet équilibre dans ce cas? C'est très compliqué. Franchement, moi, cette semaine, tu vois, c'était compliqué parce que j'étais la semaine passée à Milan. Début de semaine, j'étais un petit peu à l'étranger aussi. Milieu de semaine, j'étais avec mon directeur développement. Il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai pas pu voir beaucoup mes enfants et ma femme et tout. Aujourd'hui, tu es à Dubaï. Aujourd'hui, je suis à Ils Dubaï. sont venus avec toi ou pas? Non, je suis tout seul ici. Ma femme est enceinte, tu vois, donc c'est un peu compliqué. Et donc, c'était dans ma tête toute la journée. Purée, à quel moment je vais me libérer pour voir les enfants? Et en fait, il y avait des choses qui n'étaient pas plus importantes que mes enfants, mais que quand tu es un homme de parole et que tu es quelqu'un qui passe à l'action, tu dois tenir ta parole. J'ai dit à 18h que je viens chez toi à la maison faire une réunion avec toi, je peux pas te dire j'ai mes enfants à voir, désolé, j'annule. Tu vois, donc c'est très compliqué, surtout que je suis jeune et que c'est maintenant que je dois vraiment le faire, même si je compte entreprendre toute ma vie. Mais vraiment, j'essaye de passer un maximum de temps avec ma famille. Par rapport à mon métier, ils savent très bien que je suis un passionné de ce que je fais, que j'aime ce que je fais, que c'est compliqué pour moi de tout lâcher pour passer du temps avec ma famille, mais clairement, je mets ça dans une de mes priorités. Donc, c'est compliqué, mais on fait le maximum pour donner un temps pour chaque chose. Tu vois. Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu as aidé ta femme à créer une pâtisserie. Tout à fait. Ça a attiré mon attention, parce que moi, je suis un gourmand. Ah, c'est vrai? Ah ouais, écoute. Ouais. Franchement... Les pâtisseries, le sucré, tout de suite, tu prends mon cœur là, quand tu dis ça, tu vois. Mais plus sérieusement, justement, comment tu fais? Tu bosses avec ta femme ou c'est totalement séparé? Parce que ça peut aussi créer des tensions, tu vois, de bosser avec... Moi, ma femme, en fait, je me suis rendu compte que quand j'allais dans le côté entrepreneuriat depuis 2 ans, où vraiment je me suis considéré comme un entrepreneur et plus comme un coiffeur en tant que tel, quand j'ai commencé là, je me suis dit, ok Matt, ta femme, elle va rester à la maison avec les enfants. La société, elle est avec ma belle-sœur, tu vois. Donc, c'est ma belle-sœur, la créatrice de ces pâtisseries, qui est hyper talentueuse. J'ai dit, ok, ou bien tu emmènes ta femme dans ce bateau d'entrepreneuriat et vous vivez toute votre vie heureux grâce à ça, ou bien elle est maman poule à la maison et quand tu arrives, tu lui parles de chiffres et elle parle chinois. Dès qu'elle m'a dit, Matt, qu'est-ce que t'en penses et tout, la société, on a envie de faire un truc physique, je dis fonce. Direct. Puis ma belle-sœur rêvait avec l'idée, j'ai commencé à stresser, je dis les gars maintenant, elles m'ont dit ouais maintenant, je dis bon ok, j'ai flanché, j'ai dit allez-y. Elles ont ouvert le commerce physique qui marche super bien aujourd'hui depuis octobre, et ma femme tous les soirs c'est comme une réunion d'entreprise. Je m'installe avec elle, elle me dit Matt, et ça je fais comment, et ci, et ça, et moi je lui parle de mes business, et je lui parle de comment. Limite je passe autant de temps sur la pâtisserie que sur les salons, parce qu'en fait je suis actif dans aucun des deux. T'as créé un mastermind à la maison. Mais c'est clairement ça, et ma femme aujourd'hui, c'est une vraie entrepreneuse, quoi, tu vois. Elle a 6 personnes qui travaillent pour elle dans la pâtisserie, elle y met quasi pas les pieds, elle est 1-2 heures par jour là-bas, elle gère à distance avec le PC, on a envie d'en ouvrir plusieurs de ce qu'elle est aussi, donc c'est super. Magnifique. Ouais. Qu'est-ce qui fait justement parce que tu vois, lancer un business et ne pas y arriver, faut pas se mentir, c'est souvent le
le quotidien. La plupart des business qui se lancent, un business qui tient 1 an, 2 ans, c'est déjà bien. Un business qui tient 5 ans, il y en a encore moins. Là, tu vois, tu lances tes salons, ça marche. Tu lances tes franchises, tu lances les différents salons, ça marche parce qu'il y a la ténacité. Ça ne fait pas que monter, il y a des hauts, il y a des bas. On l'a évoqué durant tout cette... Il y a plus de bas. Il y a plus de bas, justement. Et pareil, là, la pâtisserie, boum, ça marche et ça a été structuré. C'est quoi le secret? Le développement personnel. Et que ça. Je suis dans la voiture, livre audio. Je suis pas dans la voiture, lecture. Je suis dans la voiture, livre audio. Je suis pas dans la voiture, lecture. Moi, je passe pas de temps sur les réseaux sociaux. Je suis pas un consommateur, je suis un producteur. Ça veut dire que moi, je viens, je dépose, je pars. Je viens, je dépose, je pars. Dès que je commence à scroller, tout, je dis, oh, où tu vas là? De côté, Mathieu, se former. Coach personnel, coach mental, développement personnel, lecture, podcast, YouTube. Je suis un psychopathe de ça, tu vois. Ça fait 1 an et demi, j'ai pris une ampleur vraiment grâce à ça. Tu sais que tu vas rigoler. Si je passe plus de temps dans mes salons, je peux gagner 30% de chiffre d'affaires. Juste en passant 1 heure par semaine. Je le fais pas. Parce que je sais que demain j'en aurai 200, 300 et je pourrais pas le faire. Donc je me mets dans la peau du mec qui en a 200 en ayant 8 ou 9 établissements et de me dire si j'arrive à le faire aujourd'hui, je serai le faire demain. Et tu sais quoi, je suis pas le meilleur gars pour déléguer au monde. Moi je suis plus le mec à la base sur le terrain, mon énergie, ma motivation, j'arrive, je leur dis faites ça. Et aujourd'hui on explose le bazar. Mais demain, ce gars-là, il sera plus là. Ce gars-là, c'est un fondateur, il sera derrière les trucs. Comment faire pour que cette boîte, elle fonctionne sans que ce gars-là, il soit dans l'opérationnel? Donc, j'essaye de devenir le gars qui n'est plus dans l'opérationnel. Et pour ça, je me force grandement. Et j'y arrive. Ouais, et surtout, ça doit être compliqué quand tu es perfectionniste et que tu vois qu'il y a des choses. Comment tu gères ça, cette presque frustration? Jamais content. Jamais. J'ai pas honte de le dire, parfois je rentre dans mes établissements, je me dis, je serai jamais client ici. Tellement que je suis fou. Mais après, en même temps, si tu dois faire un business model qui me convient à moi, moi je suis un fou, tu vois. Je suis capable de faire des trucs de malade qu'un client sur 100 est capable de faire. Moi je vais arriver, tu vas me dire manicure, pédicure, massage, je vais tout prendre parce que je teste tout, j'essaye tout, je suis pas lié à certaines choses. Qu'un client il va dire merde, manicure c'est combien? 30 €? Oh, attends, on peut pas faire cette fois-ci. Mais par rapport à 90% de la moyenne terrestre, mes salons cartonnent parce que ça plaît à 90% des gens. Après moi, avant que quelque chose me plaise, j'ai compris grandement que c'était moi le problème de mes salons. C'est pour ça que j'ai reculé. J'ai compris qu'il y avait des choses dans lesquelles j'étais perfectionniste, qu'un client s'en foutait. Mec, si ta peinture elle est pas parfaite à 200% au bout d'1 an, c'est bon quoi. Moi je viens pas pour ça. Moi je rentre dans le salon, la peinture elle est pas parfaite, je me dis c'est quoi, pourquoi il néglige comme ça ici, tu vois? Je vais trop loin dans trop de choses, tu vois. Je me fatigue trop. Et j'ai compris qu'un entrepreneur, pour entreprendre et passer à l'action, il doit passer au-delà de ces détails-là pour que ça marche. Ouais. Et une fois qu'il l'a fait, là il peut rectifier les détails et compagnie, mais il faut faire. Parce qu'à un moment, si tu attends que ça soit exceptionnel avant de le faire, mais tu le feras jamais. Donc fais et puis on verra, tu vois. Comme on dit, fait est mieux que parfait. Ouais, c'est ça. Et tu as tout à fait raison. Ouais. Tu disais tout à l'heure qu'il y a plus de bas que de hauts. Là-dessus, je te rejoins totalement. Si on fait abstraction du moment où tu as 13 collaborateurs qui partent, dont certains qui sont là depuis 7 ans, si on fait abstraction de la période Covid, quel a été le plus gros challenge de ta carrière professionnelle auquel tu as fait face et comment tu l'as surmonté? Le plus gros problème de ma carrière professionnelle depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, c'est de régler les problèmes. Quand j'ai compris que mon travail, c'était de trouver les solutions aux problèmes, et plus j'évolue, plus les problèmes sont gros, là, j'ai commencé à réussir et à prendre du plaisir dans ce que je faisais. Ça veut dire que je me réveille le matin, je me dis, ok, c'est quoi aujourd'hui le problème? Moi, je viens d'une famille où, du côté de mon papa, tout est scandaleux. La clinge de la truc, elle est pétée, c'est la fin du monde. Le fauteuil, il y a une petite goutte, c'est la fin du monde. On a griffé la jante de la Toyota, c'est la fin du monde. Moi, j'ai grandi dans une famille comme ça. Donc un problème pour nous, c'est la fin du monde en fait. Tous les gens de ma famille, côté mon père, c'est des gens brillants, c'est des gens vraiment... Tu les vois, tu te dis, mais ils se ressemblent tous ceux-là. Mais il y a aujourd'hui que moi qui a fait ce que j'ai fait, parce qu'en fait, dans ma famille, il n'y a pas de fait vaut mieux que parfait. C'est tout doit être parfait. Moi, j'ai des oncles, ils aspirent leur voiture 2 fois par jour.
c'est des psychopathes du perfectionnisme, mais jamais ils iront loin, parce que ces mecs-là, en fait, ils aiment pas les problèmes, ils veulent pas de problème, en fait, tu vois. Et moi, quand j'ai compris que je devais aller à sens inverse de qui je suis, c'est-à-dire le mec qui déteste les problèmes, qui a peur des problèmes, là, ça a commencé à bien marcher pour moi. Okay. Et aujourd'hui, je dis toujours à mes équipes, les petits problèmes, les petits trucs, faut pas m'appeler. Faut pas m'appeler quand l'alarme elle sonne là-bas, faut pas m'appeler quand il y a un gars qui a renversé un truc sur de la peinture, j'en ai rien à foutre, t'appelles le peintre, tu répares, ça prend 200 €, bah tant pis, ça sera une dépense en plus pour le mois, et la machine à laver, elle fonctionne pas. Avant, je m'arrêtais à tout ça. Aujourd'hui, je m'arrête plus à ça. Aujourd'hui, c'est quoi le problème? Ah, Matt, on a un gros problème, c'est quoi? Bah écoute, il y a 2 coiffeurs du même salon qui veulent partir parce qu'ils ont vu un salon en face, ils vont ouvrir en face, ils vont un truc. Ok, là, tu m'appelles. Ou alors, il y a notre meilleur coiffeur de tel salon qui va partir. Ok, d'accord, ben, je vais m'asseoir avec lui ou assis-toi avec lui, mais je t'expliquerai comment faire. C'est ça. Un entrepreneur, c'est quelqu'un... Moi, quand on me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, clairement, je dis je prends des décisions. Mon boulot, c'est prendre des décisions. Toute ma vie, c'est que ça. Parce que je suis dans l'opérationnel, dans rien. Donc, le seul truc, c'est... Mais ta décision, elle peut changer une vie. Hein. Demain, on décide de monter 20% les prix des salons. C'est une décision, ça prend 10 secondes, ça peut tout effondrer ou tout faire péter. Donc, mais c'est clairement ça, le déclenchement, le déclic que j'ai eu dans mes business. Le fait de prendre des décisions, on sait que c'est capital. C'est souvent ce qui va venir anesthésier certains entrepreneurs aussi, parce qu'ils ont peur de prendre la mauvaise décision, ils se posent 36 questions, et vite, c'est le timing. Parce que, et vite. Ah ouais, c'est le timing qui change tout. Ouais, exactement. Et est-ce que tu as établi un process ou établi une méthodologie qui t'est propre pour pouvoir prendre les bonnes décisions et vite? Oui, 10 minutes. N'importe quelle décision doit être réglée en moins de 10 minutes. Action, tout de suite. Direct. Okay. On réfléchit pas, on arrête de parler 2 heures, ok, tout le monde est d'accord autour de la table, ok les gars, c'est quoi le pour, c'est quoi le contre, ok. Écris, ouais, Nico, ouais, écris, c'est quoi les qualités, c'est quoi les défauts de ce truc-là, ok, d'accord, qu'est-ce qu'on fait, ok, on y va. Et on retourne pas sur notre décision, on y va. Et quand on se pète la gueule, vulgairement dit, quand on est dans le process et qu'on voit que, ah ouais, d'accord, on a été peut-être un peu loin dans la décision, solution au problème, on pivote, on change, on améliore, on truc et on y va. C'est que ça. C'est que ça qui peut faire le tremplin de ta boîte, c'est que ça qui peut faire que tu changes des choses. Parce que les autres ne le feront pas. Les autres, pour une décision, ils mettent 3 ans, 2 ans. Il y a un moment, en fait, t'attends quoi? T'attends d'avoir toutes les réponses à tes questions? Est-ce que le client va être content? Est-ce que le client va revenir? Est-ce que le client va truc? Mais tu n'auras jamais les réponses, en fait. Tu n'auras jamais. Si tu ne le fais pas, tu n'auras jamais les réponses. Fais-le, et quand tu vas le faire, tu vas dire, j'ai fait une erreur, je ne le ferai plus. Mais fais-le. Bah oui, ça va te coûter de l'argent, ça va te coûter du temps, ça va te coûter de l'énergie, mais tu dois le faire. Parce qu'à un moment, si tu veux évoluer, tu dois passer par faire. Ouais, complètement. Tu évoquais on voit que tu as beaucoup d'énergie, rien ne peut t'arrêter, on le comprend, il n'y a pas de limite. Et tu as évoqué un sujet dans une interview ou autre, et c'est un terme qui peut-être est commun en Belgique, mais c'est ce terme de fatigué. Les gens sont fatigués. Et tu sais, ça m'a marqué parce que je trouve ça assez rigolo de l'évoquer comme ça. C'est quoi ta conception de la chose et du terme fatigué, et pourquoi, selon toi, les gens, pour reprendre tes propos, sont fatigués aujourd'hui? Les gens, ils sont fatigués parce qu'ils mangent trop. Les gens, ils sont fatigués parce qu'ils ne s'entraînent pas assez. Les gens sont fatigués parce qu'ils ne dorment pas assez. Les gens sont fatigués parce qu'ils consomment des choses qu'il ne faut pas consommer. Netflix H24, j'ai rien contre Netflix, je regarde moi-même Netflix, mais je ne parle pas de Netflix en termes de Netflix. Mais c'est quoi ton truc de regarder 2 films de suite? C'est quoi ton truc de regarder un film de 3 heures et de rester devant pendant 3 heures alors qu'il est bidon? C'est quoi cette notion du temps que vous avez, en fait? Tu vas pas me prendre du temps de vie pour me prendre du temps de vie, mec. T'es malade ou quoi? Tu vois? Peu importe ce que ça va me coûter, tu vas pas me prendre 3 heures de mon temps pour me prendre 3 heures de mon temps si j'ai rien à gagner là-dessus. Tu vois? Les gens aujourd'hui, ils ont aucune notion de rien. C'est pour ça que je dis c'est des fatigués. Mais après, il faut tout pour faire un monde. Tu vois? Au début, j'étais là-dessus, je rigolais pas. Hein. T'étais fatigué, je devais te réveiller, je devais te motiver. Tu devais péter, mec. C'est pas normal de rester à ce niveau-là, tu vois? Aujourd'hui, j'ai compris que dans ma conception à moi, le bon Dieu a donné une mission à chacun d'entre nous, et il y en a certains, leur mission, c'est simplement d'aller de 8 à 16 heures là-bas et de faire ça et de rentrer. Mais par contre, lui, il va plus s'occuper de son église ou de ses enfants ou de ses amis ou de sa femme, et que toi, tu es fait pour sauver la vie de plusieurs personnes, et qu'un autre est fait pour sauver la vie de milliards de personnes. Et chacun est fait pour ce qu'il est fait, mais quand je dis des fatigués, c'est parce que certains,
je les vois qu'ils ont ça en eux, qu'ils peuvent tout exploser, qu'ils sont là. Il est bloqué, le mec, tu vois. Il est fatigué, quoi. Ça me rend fou. C'est ça le terme fatigué. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que les gens peuvent exploser, mais se créent des limites conscientes ou inconscientes? L'entourage. C'est pour ça que je parle de la Belgique. J'aime mon pays, j'aime plus que tout ma famille, j'aime les gens autour de moi, mais de plus en plus avec le temps, je me rends compte que, tu sais, bêtement, tu vas aller voir ton oncle ou ta tante ou un cousin ou un ami, et tu vas lui dire, il va dire, ah, et cousin, et comment ça va le commerce et tout, ça va, pourquoi t'as pété le bazar et tout, respect, t'as tout cassé. Mais j'ai cassé quoi en fait? Moi, dans ma tête, j'ai rien fait. Parce que je marche avec un entourage qui me dit que j'ai rien fait. Mathieu, t'as un potentiel, attends, t'arrêtes pas, explose. Mais t'as ton cousin qui fait un 8-16, il a jamais vu ça de sa vie. Quelqu'un qui a 8 ou 9 commerces avec 40 ouvriers à 30 ans, il se dit, mais attends, mon cousin, il a tout pété. Mais si t'es un peu bas dans ton mindset, c'est bon, tu t'arrêtes là. Pareil pour le tonton, tu vas aller le voir, ah mais fais attention, mais et ça sert à quoi des voitures comme ça, et ça sert à quoi autant de montres, et ça sert à quoi de se montrer comme ça, et ça sert à quoi? Il a pas compris en fait. Je crois que je me montre parce que tu sais, ça fait des années qu'on fait des sous, c'est pas d'aujourd'hui. Tu vois ce qu'on fait aujourd'hui, on pouvait le faire il y a 5-6 ans quand on a commencé déjà, on gagnait bien notre vie. Mais donc au bout d'un moment, si toi tu penses que je monte pour montrer, à aucun moment tu t'es dit le mec peut-être il a un peu de cerveau, il sait ce qu'il fait, il a un projet marketing derrière, ou tu vois, c'est les gens fatigués autour de toi en fait, tu vois. Après c'est des gens que t'aimes, ça peut être ta famille, tes amis proches et tout, mais je peux plus accorder trop de temps à ça. Tu sais que je mets une alarme moi quand je vais chez les gens. Je mets une alarme, 30 minutes, ça sonne. Toi tu sais pas pourquoi ça sonne, je suis à côté de toi en train de te parler. Ça sonne, je fais un regard à ma femme, elle comprend qu'on doit partir. C'est bon, tu vois. Ça m'a fatigué, il est 22h, moi je dors à 23h, je me lève à 5h, j'ai pas le temps. Je peux être fou pour 90% de la Terre, hein, et je suis conscient que c'est pas normal de faire ça. T'es en famille, pourquoi tu fais des trucs comme ça, ou t'es avec des amis? Mais c'est parce que j'ai un objectif, et tout est raccordé pour cet objectif, tu vois. Tant que je vais pas l'atteindre, je vais pas m'arrêter, je vais pas dormir, tu vois. C'est comme ça, c'est en moi. Comment on fait pour avoir un objectif si fort qu'on s'en fiche de ce que pensent les autres de nous? C'est une très bonne question. Écoute, de toute façon, on va reparler des fatigués. C'est quoi l'objectif d'un fatigué? Terminer à 18h, aller boire sa bière avec ses potes. Mais tu sais quoi? Excuse-moi du terme, mais ton objectif, garde-le pour toi. La vérité, je préfère le mien. Après, toi, t'es content avec ce que tu fais, c'est bien. Mais la vérité, c'est quelqu'un comme toi. Après, tu vois, quelqu'un qui... tu t'assois avec des entrepreneurs. Le mec qui dit, moi, mon objectif, c'est de changer le game dans ça. Moi, mon objectif, c'est ça. Tu dis... Ah, ok, je suis pas le seul fou en fait. Donc tu tombes sur des mecs avec qui tu t'entends bien, qui sont comme toi, comme quelqu'un comme toi. Quand on est ensemble, c'est une dynamite, on peut parler 4 heures, tu vois, y a pas de souci. Et quand tu t'installes avec un gars qui te dit, ouais, mais t'as pas peur parce qu'aujourd'hui, t'as vu le chômage, il paye mieux que... Ah, frère, t'es fatigué. T'es fatigué et t'es fatigant. Donc, ouais, après, et c'est pour ça, encore une fois, l'entourage, le pays, le mindset fait que, ou bien tu vas accepter ce qu'ils disent et te dire, bon, mon objectif il sert à rien, tu sais quoi, je vois trop haut, ou bien tu t'entoures de fous furieux et tu vis dans un autre pays où ils te disent, mais Matt, vas-y, tu vois. C'est ça qui te détache, je pense. C'est vraiment l'entourage dans lequel tu es qui te détache de certaines personnes qui pourraient te freiner. Ouais, et justement, à l'heure actuelle, tu es plus orienté vers les États-Unis, Los Angeles plus particulièrement. Ouais. Qu'est-ce qui t'attire particulièrement là-bas plutôt que, je te dis une bêtise, Londres, New York, Singapour? En fait, Los Angeles, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que la Californie, j'ai l'impression que tout est scalé fois 100 dans leur tête. Je vais leur dire, je vais faire 50 salons, ils vont me dire, mais pourquoi tu ne peux pas faire 500? Je vais lever 1 million, mais pourquoi tu ne lèves pas 10 millions? Je vais essayer de coiffer un joueur de la NBA mi-classement, mais pourquoi tu ne vises pas LeBron James? Moi, c'est ça que j'aime là-bas. C'est vraiment ce mindset de se dire, il n'y a pas de limite, limit is in the sky, tu vois. C'est ça, en fait, qui me motive à fond. En fait, je suis dans mon élément quand je suis là-bas, tu vois. Et j'ai ça quand je suis à Dubaï aussi, hein. Je marche, je vois les gratte-ciel, je vois les business des gens, je vois le mec, il a mis du marbre par terre, je me dis, c'est des fous et j'aime bien ça, tu vois. Moi, je le fais à Bruxelles, les gens, ils me prennent pour un taré, tu vois. Mais mec, tu fais des salons, ça te coûte autant, alors que pour 10 fois moins, tu peux ouvrir un salon et gagner 10 fois plus. Pourquoi tu te casses la tête autant?
C'est ça qui fait Mathieu Naïs. Tu vois, tu viens, tu as un fauteuil à 4 000 € pièce, ton concurrent, il a un fauteuil à 1 000 € ou 400 € pièce. Mais les gens ne le remarquent peut-être même pas. Mais les fous, ils le voient. Et moi, c'est les fous que je veux. Tu vois? Ouais, non, clairement. Après, les fous pour une certaine catégorie de personnes, mais pour nous, ce ne sont pas des fous. Mais bien pour sûr. nous, ce sont des visionnaires, des ambitieux, des gens qui savent dans quelle direction ils vont finalement et qui pensent hors du cadre et hors du système et qui osent suivre leurs convictions. Moi, tu vas rigoler, mais et c'est rien de méchant, mais c'est plus marrant. Moi, les autres, je les appelle les moldus. Nous, on est des non-dériveurs. Pour moi, les autres, c'est des dériveurs. Pour moi, quand ta vie, elle est basée sur métro, boulot, dodo, toutes ces choses-là, pour moi, il y a un truc à un moment que tu n'as pas compris. Mais après, comme je te dis encore une fois, j'ai énormément de respect parce que le plus important dans la vie, pour moi, c'est d'être heureux. Si tu es heureux en tant que salarié, si tu es heureux en tant que personne qui fait ton boulot et basta, je suis très heureux pour toi. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là et je n'en ferai jamais partie. J'ai appris à me connaître. J'en ferai jamais partie. Mais je peux te dire qu'on est fou. On est fou parce que tu le vois qu'on n'est pas constitué de la même manière. Donc, pour nous, on n'est pas fou parce qu'on se comprend. Mais si 90% sont comme ça et 10% sont comme nous, mais c'est quand même, il y a une part de truc qui fait qu'on est fait différemment. Donc, on peut être appelé comme des fous. Mais tu sais, moi, en 2015, quand je donnais mes ambitions aux gens, j'étais fou. Et aujourd'hui, pour certains, je suis un génie. Parce qu'un fou, à un moment ou à un autre, il devient un génie. Bien sûr. Cristiano, quand il dit « c'est moi le meilleur joueur de tous les temps », c'est un fou. Mais t'es malade, mec. T'as 22 ans, tu dis ça, t'es personne. Il y a des Maradona qui sont passés derrière toi. Aujourd'hui, on dit que c'est un génie. Tu vois, la vidéo, elle tourne partout. Donc. Ouais. Clairement. Et justement, par rapport à ça, j'ai envie de revenir au tout début. Parce qu'il faut quand même une sacrée dose de folie pour ouvrir son premier salon et il te reste 80 centimes sur ton compte. Qu'est-ce qui fait que, tiens, aujourd'hui, avec du recul, quand on voit le parcours, quand on voit la vision que tu as, l'énergie que tu as, le tempérament que tu as, la clarté que tu as par rapport aux franchises, par rapport au salon, par rapport à tout ça et tout ce que tu as mis en place, ça paraît assez évident. Mais quand tu lances ton premier salon il y a de ça 7 ans, 7 ans si mes calculs sont bons, est-ce que tu avais exactement cette même vision ou est-ce qu'il y avait un truc en interne qui fait que tu savais que tu allais pouvoir y arriver? Non. Moi, Alec, c'est quoi qui fait cette folie qui fait que t'oses en fait? Mais j'avais juste une grande bouche en fait au début. La vérité, au début, c'était juste la confiance en moi et moi je vais faire ça. Mais c'était limite. Je parlais pour parler au début, c'était vraiment. Mais honnêtement, jamais j'ai fait quelque chose en croyant que j'allais arriver là où je suis aujourd'hui. Même si, encore une fois, je considère que par rapport à ce que je pense être, n'être nulle part, mais clairement, j'aurais jamais cru arriver là, tu vois. Jamais, j'ai rien prévu. Je sais plus qui disait, tu crois que le gars qui a inventé Google, il s'est dit on va inventer Google, on va faire des 100 milliards. Mais jamais, tu vois. Le mec, il fait ce qu'il sait faire. En fait, aujourd'hui, pourquoi je dis que je suis pas la meilleure personne pour gérer ma boîte, c'est parce qu'en fait, la meilleure personne que je suis, c'est la personne qui a amené sa boîte là où elle est aujourd'hui. J'ai fait un travail extraordinaire, c'est magnifique ce que j'ai fait parce que voilà, je suis passé par des moments très compliqués, j'ai investi beaucoup de sous pour y arriver, j'ai vraiment cru en mon projet. Aujourd'hui, il faut donner ça à des fous furieux, des mecs des process, des mecs qui structurent, des mecs qui développent. C'est pour ça que j'ai vraiment délégué ma boîte, tu vois. Mais pour arriver jusqu'à là, jamais j'aurais cru. Ouais. Jamais, il n'y a rien qui était écrit dès le début. Aujourd'hui, pour ma femme, pour la pâtisserie, j'ai un objectif. Je sais où je veux aller. Je sais où je veux scaler, comment faire, où la mettre, nanani, nanana, parce que j'ai l'expérience. N'oublie pas, j'ai commencé, j'étais tout jeune, j'étais nulle part, tu vois. Moi, je ne savais pas payer une facture en 2015. Hein. La facture Proximus arrivait, ma mère, elle disait envoie-moi 15 € sur mon compte, et ma mère, elle l'a payé pour moi. Je ne savais pas comment payer, quoi, tu vois. J'étais vraiment nulle part, tu Incroyable. vois. Ouais, clairement. Moi, j'ai commencé très tard dans l'entrepreneuriat, à entreprendre, même si j'avais les bases de l'IMO, mais c'est parce que mon père avait certaines bases qu'il m'a données. C'était pas compliqué, je devais juste voir si le locataire avait payé, et voilà. Mais j'étais vraiment, tu vois, nulle part, quoi. T'as ouvert ton premier salon à quel âge déjà?
25 ans, je pense. Ok, et du coup, entre tes 17, 18 et même 14 ans, tu disais, et 25, du coup, tu coupais un salon en tant que salarié. Ouais, mais j'ai jamais été personne. Hein. Moi, j'ai jamais eu... Oui, dans le dernier salon dans lequel j'ai été avant d'ouvrir, j'avais des gens qui faisaient la file pour moi et tout, mais jamais dans un level comme maintenant. Jamais, tu vois. Mais je le disais dans un des podcasts avec Marvin, je pense, je disais, j'ai jamais été un bon salarié, tu vois. Moi, j'ai jamais eu un patron qui a dit ouais, lui, il sort du lot, je vais le garder absolument 1000 ans avec moi. Au contraire, fallait me pousser pour me réveiller le matin, fallait me pousser pour continuer, fallait me pousser pour, tu vois. J'étais pas un bon salarié du tout. Et qu'est-ce qui fait que tu es un excellent... tu as été excellent quand tu as entrepris pour toi et qu'aujourd'hui tu es un très bon entrepreneur, excellent entrepreneur et que tu construis comme ça? C'est parce que tu fais les choses pour toi et tu as un but précis, ou c'est quoi? C'est un problème d'autorité? C'est quoi selon toi, selon ta perception? Le problème d'autorité en fait. Parce que je suis jamais tombé sur un patron qui m'a fait confiance. Je suis jamais tombé... Si je tombais sur un mec qui disait t'es le meilleur, vas-y, qui m'aurait boosté, genre j'allais bousculer tout. Mais j'ai jamais eu cette chance-là de tomber sur le mec... C'est pour ça que moi je le fais pour mes gars, tu vois. On fait toujours ce qu'on n'a jamais eu, tu vois, même pour ses enfants, tu vois. Et j'ai jamais eu ce truc-là, donc je me suis jamais senti différent des autres ou meilleur que les autres quand j'étais salarié. Donc, et c'était ce truc de l'autorité aussi qui fait que c'était compliqué. J'ai un grand problème avec l'autorité, tu vois. Et c'est pas un problème d'ego, c'est juste un problème, tu vois. Même que ça soit avec mes parents ou avec... tu vois, quelqu'un qui va lever le ton ou quelqu'un qui va être un peu truc avec moi, j'ai vraiment du mal avec ça, tu vois. Ouais, ça fait du sens, j'ai une avant-dernière question pour toi. Si tu pouvais retourner dans le passé, et là tu te trouves face au Mathieu qui ouvre son premier salon, tu vois, vraiment il ouvre son premier salon, c'est le premier jour, quel serait le meilleur conseil que tu lui donnerais? De faire comme j'ai fait. En fait, au début, les 5 premières années, il faut travailler comme un acharné. Aller avant tout le monde, partir après tout le monde, donner l'exemple. Quand les autres sont malades, toi, t'es en forme. Moi, je coiffais en plâtre, tu vois. C'est quoi coiffer en plâtre? Tu vois les plâtres. Ah ouais, donc t'avais par exemple une jambe cassée ouais. Ah ouais. Donc, rien ne t'arrêtait. Non, c'est ça que tu veux dire. Non, les premières années, il faut vraiment... En fait, tout a toujours été basé sur le non-regret. Est-ce que si demain, dans 10 ans, ça marche plus et que j'ai pas bossé 18 heures par jour les premières années, je vais m'en vouloir? Oui. Parce qu'au début, pour que ça marche, pour sortir du lot, qu'est-ce que tu fais de différent? Tu coupes des cheveux, mec. Tu crois que t'as inventé la lune ou t'as inventé l'eau chaude? Tu coupes juste des cheveux. Moi, j'ai plein de haters qui me disent ça parfois. Hein. Gros, réveille-toi, t'es juste un coiffeur, hein, tu vois. Mais c'est vrai. En fait, en soi, quand tu regardes bien, t'as dit au début de l'interview, qu'est-ce qui a fait que t'es différent alors, et que t'as rendu un truc extraordinaire, ordinaire. Mais c'est ça, en fait. Et la pratique des 10 000 heures, tu vois, on la connaît tous. Donc, il faut passer 10 000 heures dans un truc pour pouvoir dire j'ai de l'expérience et je suis le meilleur. J'ai coupé peut-être 500 000 personnes dans ma vie. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui sait comment faire, c'est bien moi, je pense, tu vois, parce qu'il y a les heures et les heures et les heures et les heures et les heures. Donc, si je dois donner un conseil à quelqu'un qui commence maintenant ou à moi-même, c'est oublie l'argent, oublie le développement personnel, oublie tout. Les 5 prochaines années, tu passes toute ta vie dans ce commerce pour vivre bien tout le reste de ta vie. C'est une vraie phrase. Après, pendant ces 5 ans, ne fais pas le con. Si tu gagnes 5 000 euros par mois, ne va pas les jeter. Tu vois. Après, il y a une éducation financière à côté qui fait que tu mets le maximum de côté pour pouvoir investir et être bien plus tard. Mais les 5 premières années d'un business, il faut vraiment les passer dedans. Vraiment. Il y a un concept que j'évoquais lors d'une conférence en 2019, je crois, c'était il faut faire un choix dans la vie, soit travailler comme un lion pendant 5 ans, soit travailler comme un mouton pendant 50 ans. Et ça dépend du choix que tu vas faire. C'est exactement ce que tu évoques finalement. C'est ça. Travaille comme un lion pendant 5 ans, tu construis, puis ensuite tu pourras être davantage libre ou en tout cas mettre en place des process pour faire en sorte que les choses avancent comme tu le désires. J'ai adoré cet épisode. Et si les personnes qui nous écoutent ont eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'animer, eh bien, il faut qu'ils nous le fassent savoir en
partageant l'épisode, en mettant un pouce en l'air, en mettant des commentaires, en mettant 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Non, franchement, c'était excellent, comme à chaque fois. Et j'ai une dernière question pour toi. J'ai une dernière question pour toi que je pose à chaque fois à celles et ceux qui passent sur le déclic. C'est, outre tout ce que tu as pu partager dans le cadre de cet épisode, est-ce qu'il y a un truc qui a littéralement créé comme une transformation identitaire chez toi? Ça peut être pro, ça peut être perso, ça peut être une prise de conscience, ça peut être quelque chose de positif, négatif, un déclic, une citation, une situation, une simple phrase. Tu as vraiment carte blanche, la parole est à toi pour ce mot de la fin. Je vais répondre direct. En toute humilité, j'ai un journaliste, un RP, qui j'ai eu l'honneur de parler avec lui en 2017. Quand on a terminé, après 3 heures de discussion, il m'a dit « ça fait plaisir de parler entre HP ». Et puis, moi je l'ai regardé, mais moi je suis le mec, je suis coiffeur toute la journée, j'ai jamais lu de livre de ma vie. Je dis, c'est quoi HP, tu vois? Et j'avais un langage plus street à l'époque, tu vois, j'étais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je dis, c'est quoi HP? Il me dit, haut potentiel. Et puis je dis, écoute, je pense que tu te trompes de personne. Je dis, moi j'ai raté toute ma vie à l'école, je suis un simple coiffeur. Je pense pas. Il me dit, mais non, mais attends, mais je vais t'envoyer un lien, va, réponds aux questions, nanani, nanana, tu verras. Et je l'ai fait. Et je me suis rendu compte que j'étais un haut potentiel. Et j'ai commencé en fait à m'éduquer par rapport à ça. Par rapport au fait que en fait, l'émotion est beaucoup plus grande. J'ai un haut potentiel. Quand tu penses à une idée, tu en as une, puis 100, puis 1000, puis 10 000. Et ça a changé ma vie en fait. C'est là que je me suis dit, Mathieu, en fait, tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas faire, ça va toujours marcher parce qu'en fait, t'es malade, t'es fou en fait. Parce que t'as une idée, puis une autre, puis en fait, ça n'arrête plus chez toi. Et ce jour-là, j'ai eu une confiance extrême en moi qui est ressortie, où je n'avais pas cette confiance depuis que j'étais tout petit. Et je me suis dit, en fait, c'est pas un hasard que ça a marché comme ça pour moi. Et en fait, ça a commencé à me faire un déclic dans ma tête de me dire, ah, j'ai eu ça pour ça, ça pour ci. Et j'ai commencé à lire, à m'éduquer, à me dire, et c'est pour ça que tel ouvrier, j'ai eu un problème avec lui. Et c'est pour ça que tel bâtiment, j'ai eu un truc quand je l'ai acheté. Et ça a fait un vrai déclic dans ma vie, tu vois. C'est clairement ce moment-là. C'est ce mec-là qui a changé les choses. Merci Mathieu. Avec plaisir, merci à toi.